Shogun. Oula, waouh, tu m'as gueulé dans les oreilles. Attends, je vais baisser le son. Ah oui, j'ai niqué les oreilles de tout le mais monde. t'es mal. Attends, on va la refaire. Mais non, mais on la refait pas, c'est trop bien. C'est juste que moi j'ai plus d'oreilles, mais c'est ok pour les gens. Bonjour. Bonjour Internet, bonjour Nodus. Bonjour, je suis trop chaud, trop content. Ouais. Trop bon épisode, franchement. Écoute, je pense que c'est la première fois que t'es aussi enthousiaste, voire un peu plus que moi, à l'idée de faire un podcast de nerd sur une série. Mais donc de je fou, suis mais... ravi. Je t'ai pas vu aussi heureux de tourner avec moi depuis qu'on a fait un épisode spécial où on a relu le brocode de Barney Stinson. On a quand même fait le Nodus Tekitsa, on a quand même fait Ça, Tokyo c'était Drift, en live. Billy Elliot. On a quand même fait beaucoup de tournages où j'étais super content. Et là, je suis content aussi, tu vois. Mais genre, là, c'est particulièrement... Genre, j'ai appris plein de trucs. Bref. Et tu as pris des notes que je n'ai pas eu le droit de lire. Ouais, c'est uniquement pour vous, les auditeurs et auditrices. D'ailleurs, on peut parler du fait que on vous voit, les gens qui n'avaient pas regardé Shogun et qui sont venus écouter ce podcast parce qu'ils aiment bien Mimi ou qu'ils aiment bien Nodus. On vous aime. Et on vous aime aussi, mais des dizaines de millions de messages qu'on a reçus, bah toi tu me le disais ce matin, de gens qui sont là, en fait, Shogun c'est trop bien. Et bah ouais, Shogun c'est trop bien. Shogun c'est trop bien, mais tu sais, notre propagande et la mission d'évangélisation que je me suis donnée, telle finalement les marins portugais, fonctionne, car Shogun fait de plus en plus de vues et c'est une des rares séries qui n'est pas sur une plateforme de streaming, puisque aux US ça sort à la télé, sur FX, à battre les plateformes de streaming. Ça fait plus de vues que les séries Netflix, etc. Ce qui arrive très rarement. Mais comment ils calculent les vues ? Parce que la télé tu calcules à un moment donné, mais Netflix tu calcules pas à un moment donné. C'est très mystérieux comment Netflix calcule ses vues, D'accord. et disons qu'ils ont tendance à les gonfler un petit peu. Il y a un moment où Netflix disait, quand les gens regardaient genre 1 minute ou 1 minute 30, on considère qu'ils ont regardé. Ce qui est bon, ça te laisse à peine le temps de revenir de la cuisine avec ton café et de dire oula non, ça a pas l'air bien, pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Moi qui arrive à l'épreuve de maths qui fait 5 minutes au bac et qui m'en vais, mais c'est bon, ça compte dans les vues. Acte de présence. Je suis présent. Bonjour donc Nodus, bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis Mimi Hegel, je crée du contenu divers et varié sur internet et j'aime beaucoup parler de séries télé de nerds que j'adore. Et pour Shogun, la série télé de nerds que j'adore en ce moment, je suis accompagné de mon cher et tendre à la vie et à la ville, à savoir Valentin Sebo alias Nodus. Est-ce que tu veux te présenter rapidos pour les gens qui nous rejoignent ? À la vie et à la ville, t'as cru je suis un rat des villes, rat des champs en fait. On est où là ? Fievel. Moi je suis Nodus, je suis toujours journaliste, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière, depuis le premier épisode. Et voilà, je crée également du contenu sur internet, mais j'écris également des articles, plus dans l'écriture d'articles que la création de contenu. Expert depuis une semaine en Japon, pays du soleil levant. Moi maintenant, ça n'a plus de secret pour moi. L'époque féodale particulièrement, l'époque Edo, 2600 après Jésus-Christ. Voilà, expert autoproclamé pro du Japon. Voilà. Tout ce qui est prénom, nom de famille et tout. Alors ouais, non. Enfin, il faut prévenir. C'est pas. T'as réinterprété peut-être, on peut dire. Bah, j'ai des moyens mémotechniques. Par exemple, c'est pas du spoil, hein, mais on a parlé du perso Kashigi Yabushige. C'est celui qui a la classe avec son truc en plume et qui joue un peu les deux tableaux entre Toranaga et Ishido. C'est un peu le Sephiroth de Shogun. Pas du tout. Mais si, il a un drip quand même, je suis désolé, il est oui, mais Sephiroth, il est genre drama. Sephiroth, c'est un perso de Final Fantasy VII. Il est genre drama et dark, alors que Yabushige, il est juste genre bourré et dark. Un peu rap et en galère. Il est tout le temps en galère en mode. Je joue les deux tableaux, je perds sur les deux. Comment j'y arrive ? Comment ça se passe ? Oui, c'est vrai qu'on pourrait en parler, mais il joue sur les deux tableaux et il gagne pas beaucoup. Donc du coup, lui, j'arrête pas de l'appeler. Encore ce matin, en me levant, j'ai dit à Mimi, tu sais, Bushide. Tu m'as dit Ibushide. Et en fait, il y a des lettres en commun. Il y a des phonétiquement en commun, mais mon bon ami Justin, qui est d'ailleurs un bon ami qu'on a en commun, m'a donné un moyen mémotechnique. Il m'a dit, pour retenir Kashigi Yabushige, pense à Shigeru Miyamoto, parce qu'il y a Shigeru. Qui est Shigeru Miyamoto, Nodus ? Mais évidemment, le créateur de Mario, évidemment, Shigeru Miyamoto. Mario, c'est le plombier du jeu vidéo. Également, oui. Donc voilà, non, je suis tight sur les noms, je les ai mis en gras sur mon truc de notes, et je suis tight sur d'autres trucs. On va apprendre dans ce podcast. Là, vous êtes content parce que vous commencez à écouter l'épisode, soit vous êtes dans la rue, dans le métro, et voilà, vous passez une très bonne journée. Mais vous allez passer une encore meilleure journée d'ici 1 heure, 1 heure et demie, parce que vous aurez appris des trucs de zinzin. The more you know,
With les podcasts de Mimi. Tout petit point actu et après on va passer à un avis rapide sans spoiler sur l'épisode 5 de Shogun, puis à un avis détaillé avec spoiler où on va revenir sur tout le déroulé de l'épisode. Mes actus de mon côté, à l'heure où l'on tourne, donc le 20 mars, et à l'heure où vous écoutez je pense ce podcast, je prépare le prochain book club qui est dans une semaine tout pile. Le book club, c'est un format que j'ai lancé sur Twitch avec Kalindi Rampfel, qui est aussi autrice, scénariste, comédienne et co-créatrice des ateliers d'écriture Le Cas avec moi-même. On a lancé un book club mensuel sur Twitch où tous les mois, l'une de nous impose un livre à l'autre, on le lit et à la fin du mois, on en fait un live sur Twitch où on discute avec les viewers en espérant que les viewers aussi ont fait l'effort de lire le livre. En février, on s'est tapé Le Problème à 3 corps parce que la série Netflix arrive demain, à l'heure où on tourne. Et en mars, c'est Kalindi qui a choisi le livre. On va lire Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, une grande romancière américaine. Ça n'a rien à voir avec Le Problème à 3 corps. Pas de science-fiction ici, pas de système solaire bizarre, etc. On va juste parler de la vraie vie. C'est très touchant comme bouquin et donc on le débriefera le 27 mars en live sur ma chaîne Twitch que vous pourrez retrouver dans la description. Il y aura ensuite une version podcast disponible sur mon Patreon que vous pouvez aussi retrouver dans la description. Et c'est tous les mois le book club aussi. C'est également. tous les mois. Tous les Donc mois. vous apprendrez le 27 mars quel livre on prépare pour fin avril et quel livre vous devrez lire. C'est moi qui choisis. Donc j'avoue, je suis un peu partagée, j'ai plein d'idées. Moi j'aime bien amener Kalindi vers de la littérature de genre, fantasy, SF, parce que c'est vraiment ma passion et que je crois qu'elle en lit pas tant. Et j'aimerais bien une autrice, parce que là on a fait moi je lui ai imposé un auteur de SF, puis elle une autrice. J'aimerais bien moi amener une autrice. Pour l'instant, petit teasing, je penche vers Ursula K. Le Guin, une très grande romancière de fantasy. D'accord. Qui gagnerait à être plus connue. Voilà, peut-être que je vais mettre Kalindi dans les mondes de Terre-Mère, qui est l'univers de Ursula Le Guin. Moi, mon rêve, c'est que tu lui fasses lire un jour Ken Follett. La tête qu'elle va faire. Ouais, mais tu vois, genre déjà, je lui ai T'imagines. imposé. Donc Ken Follett, c'est un romancier qui fait des romans historiques, notamment au Moyen-Âge en Angleterre. Mhm. Et donc c'est pas de la fantasy, hein, pour le coup, il y a pas de magie. Je lui ai déjà imposé un bouquin de science-fiction basé sur la physique fondamentale, alors qu'elle a fait un bac L. Si je lui impose un bouquin de 1000 pages après, je pense qu'elle va me détester. On va y aller mollo, tu Tu vois, devrais être crescendo. contente d'apprendre plein de choses. Enfin, désolé, mais. Ah, on va apprendre plein de choses quand je l'obligerai à lire Les Piliers de la Terre, bien sûr, ça va être trop bien. Et bien sûr, à un moment, on fera un petit Stephen King, quand même. Pas La Tour Sombre, Oui. je vais pas lui faire lire 7 bouquins, mais Kalindi étant spécialiste de l'horreur et moi étant une grosse nerd de Stephen King, je me dis, on aura des trucs cool à raconter. Le combo, Voilà. Le combo est gagnant. Mais en mars, c'est Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux. Et si jamais vous n'êtes pas là à temps pour le débrief en direct, eh bien vous avez toujours le temps de lire le livre et de rattraper notre discussion en podcast ou en replay vidéo. À part ça, vous pouvez aussi me retrouver en podcast sur le flux BFF, l'émission que je co-anime avec Marie Camier, alias Marie Kigai, dans laquelle on se pose des questions deep pour apprendre à mieux se connaître. Le dernier épisode était sur la santé mentale, et on a essayé, et je pense réussi, à quand même en rire et dédramatiser un peu le sujet. On est concernés toutes les deux, donc on n'est pas là à dire ça va, rien à foutre de ta dépression. Personnellement, des fois j'ai envie de dire rien à foutre à ma dépression. Donc on en cause dans BFF, et c'est dispo en podcast, en plus du replay Twitch. Et enfin, comme d'habitude, tous les lundis. Le Fab et Mimi Show. Voilà. Le Fab et Mimi Show. C'est l'émission que je co-anime avec ce délicieux Fabrice Florence et en podcast et sur YouTube tous les lundis ou tous les dimanches en avance. Oui, évidemment. Si vous vous abonnez au Patreon de l'émission, c'est une émission assez longue, pleine de rubriques chatoyantes dans laquelle on parle à la fois d'émotions, de sexualité, on fait des recos culturels, on se raconte des fails, on parle de parapluie, on râle sur des trucs, on débat d'actualité, bref, on cause et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vraiment c'est un avis extérieur hein, que moi je propose là et je fournis. Foncez, allez-y parce que c'est vraiment pas mal. Hein. Merci. C'est vraiment. Il y a du potentiel quoi. Il y a du Pas de guest encore dans le Fab et Mimi Show, donc Nodus n'y a pas participé, mais si vous êtes en manque de Nodus, il est comme il l'a dit dans plusieurs épisodes du podcast Le Film Club, un podcast mensuel sur le cinéma que j'anime avec Fabrice Florent. Vous pouvez le retrouver dans Tokyo Drift, dans le film, dans Tokyo Drift. C'est moi qui joue la voiture. En vrai, c'est peut-être le seul truc pour lequel j'apprendrai à maîtriser les intelligences artificielles, c'est pour générer une vidéo de toi à la place de Paul Walker. Non, mais t'imagines. Dans Tokyo Drift. Non, pas dans Tokyo Drift du coup parce qu'il y est pas. Bah non. Mais dans les Fast and Furious. Ah, tu veux remplacer le visage de Paul. Alors en plus, je peux morpher toi sur Paul Walker. Il est compliqué, c'est mort. Enfin, il est mort en plus. Alors je te morphe sur Vin Diesel, mais. Mais non, mais morphe-moi sur la Nissan.
D'accord, je te morferai sur Mais la Nissan. comme Flash McQueen, sauf que les yeux c'est des phares, enfin les phares c'est mes yeux. Flash McQueen dans Cars, Oui, le film que je refuse de regarder. oui, alors faut savoir que mais là on digresse un peu. Mais Mimi refuse de mater Cars avec moi parce que moi j'ai jamais vu Cars et j'aime beaucoup Mais j'en ai rien à foutre d'un film avec Eh des ben bagnoles qui vas-y, parlent. ouais, moi j'ai fait des efforts, j'ai maté Shogun. Bon, il s'avère que j'adore, mais j'ai quand Voilà. moi, je veux que tu mates Cars et après on fait un podcast sur Cars. Ok, tu sais quoi, je materai Cars pour qu'on fasse un podcast sur Cars. C'est une promesse que je te fais peut-être en juin, aux alentours de ton anniversaire. Hein. Tu t'es vraiment niqué parce que t'as fait la promesse Oui. dans un micro. Non, mais je vais le faire, je vais regarder Cars, y'a pas de problème. Je compte sur les gens pour le Voilà, rappeler. donc Nodus nous parle dans le film club de Tokyo Drift de Billy Elliot, de Oui. Phone Game et autres films délicieux. Et ce mois-ci, fin mars, le film club c'est le dernier dimanche du mois. Avec Fabrice, on vous parlera d'un film que j'aime beaucoup et où il y a plein de gonzesses. Et c'est le mois des meufs, n'est-ce pas? Puisque c'est le mois du 8 mars. On va regarder Waouh. 8 femmes de François Waouh. Ozon. Un whodunit huis clos Ah, mais français avec un casting d'exception. Et c'est une comédie musicale. Ah, mais oui. Amazing On me l'avait- combo. on me l'avait J'ai conseillé. trop hâte. Voilà pour les petites actus. Est-ce que toi, tu as des choses à annoncer, à promouvoir, des rendez-vous à donner aux gens Non, là, tous les lundis, une matinale sur Twitch des gens qui n'aiment pas les matinales. C'est juste moi qui bois du café et qui m'énerve parce que je suis pas encore réveillé. Tous les lundis à 8h30, Tous les c'est lundis ta à matinale 8h30, sur Twitch. tout à Et fait. franchement, c'est super. Allez-y. Il n'y a pas meilleur réveil que Nodus. En fait, vous serez jamais aussi fâché d'être réveillé que Nodus. Mais non, Mais il est aussi très drôle. Donc, il va vous mettre de bonne humeur. Et faire des jeux, généralement. Et des choses qui arrivent là en mai, mais je ne peux pas trop en parler. Et je vais pas non plus trop en parler parce que sinon je vais me jinxer et je vais jamais le faire. Ok, Donc, c'est il y a des secret. choses à On vous en l'écrit parlera pour le final. Et des de choses Shogun. en audio. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion d'annoncer que puisque vous avez l'air de vous intéresser à Shogun, puisqu'on a des gens qui regardent, qui écoutent le podcast et tout, on fera probablement un épisode en direct sur Twitch pour le final de Shogun, où on fera le débrief avec vous, on pourra réagir à vos questions, à vos remarques dans le chat On et peut tout. viser plus haut. Le Bataclan, la Cigale, l'Olympia, Le Stade de France. le Vélodrome. Le Vélodrome. Allez, le Veldiv, rendez-vous pour le final de Shogun. Mais avant ça, on va parler de l'épisode qui marque le milieu officiel de cette saison. C'est vrai. Et donc de l'intrigue de Shogun, car rappelons qu'il n'y aura pas de saison 2, en tout cas ça ne va pas Il suivre. y a que 10 épisodes. Ouais, Voilà. Il n'y a que 10 épisodes de Shogun. Rapidement, sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode qui s'intitule en français Obéir à son maître, en anglais Broken to the Fist. Mhm. Et je voulais aussi te proposer une petite activité. Quid de trouver un nouveau titre à cet épisode. Voilà. Alors moi je dévoilerai mon titre à la fin parce que D'accord. c'est pas parce que j'en ai pas encore, pas du tout. J'ai pas encore d'idée de titre. C'est pas du tout à cause de ça. C'est juste que moi je ménage un peu le suspense et voilà. Mais ouais non grave chaud parce que c'est vrai que le titre en VF est un peu nul quand même. Ouais, obéir à son maître, c'est nul, mais Ouais. Broken to the Fist, on en parlera quand on abordera le déroulé de l'épisode, c'est Tout à pas fait. facile à traduire. Non. Ça veut vraiment dire plein de choses différentes, et même Ouais. mes petits podcasteurs américains ont débattu de, à ton avis, est-ce que ça fait référence à ce moment ou plutôt à ce moment-là. Donc ce n'est pas limpide comme parfois la poésie japonaise n'est-elle pas évocatrice plus Eh ben. que explicatrice. J'ai explicatrice. Non, explicative. Explicatif peut-être, hein, parce Ouais. qu'explicatrice c'est une forme de... Bref. Mais j'ai mes théories par contre sur pourquoi l'épisode s'appelle comme ça, et on pourra en parler parce que vraiment je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Une forme de calque de lecture secondaire. Une allégorie une récurrente. métaphore. Hmm. Sans spoiler, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode moi à titre perso? J'ai adoré. C'est sincèrement, depuis le début de la série, je pense mon épisode préf. L'épisode 4 dont on a parlé... est-ce que dans la partie sans spoiler de là l'épisode 5, est-ce que je peux spoiler l'épisode 4? Oui, si vous écoutez cette partie sans spoiler, on part du principe que vous avez vu les 4 premiers épisodes Ouais. de Shogun. Si vous ne les avez pas vus, allez les regarder et écoutez notre Oui. débrief en podcast. Mais a priori, si vous avez cliqué Ok. sur Shogun débrief épisode 5, vous savez dans quoi vous mettez les oreilles. Hein. Ouais, c'est que vous avez peut-être vu les 4 premiers quoi. Et donc en fait à la fin de l'épisode 4, quand on avait les canons qui commençaient, là ça commençait à partir un petit peu en ça cacahuète. partait, ouais. Là je me suis dit ça part en full Game of Thrones. Et en fait là l'épisode 5 je le trouve trop bien. Il y a une super ambiance, je trouve qu'il est super équilibré sur la tension, sur les scènes d'action, parce qu'il y a une scène d'action, enfin une scène de... Il y a une scène Il y a une spectaculaire. scène impressionnante, Il y a ouais. une scène impressionnante dont Le on va- money shot, comme on dit. Ouais, on est sur 2012 quoi. Non, et j'ai trouvé que c'était un super épisode qui aussi en dit beaucoup sur. Enfin, je ressors de l'épisode avec beaucoup de questions sur les personnages et les relations entre les personnages, encore plus que durant les 4 premiers. Et en vrai, ouais, j'ai un peu l'impression que c'est un épisode pivot dans la série. Je pense aussi c'est le calme avant la tempête, le Ouais. du cyclone, un truc comme ça quoi. On va effectivement la fin de l'épisode 4
hyper violente et brutale, donc on se disait ok c'est la guerre, et on en parlait dans le podcast du fait que j'aime bien ce côté, on est toujours à la frontière de la guerre, tu vois, l'eau elle frémit, elle bout pas encore, à un moment il va falloir que ça pète, et on est peut-être dans la dernière ligne droite avant que ça pète, parce que là tout le monde est un peu sur les dents, et on en parlera. Un nouveau personnage a rejoint l'aventure à la fin de l'épisode et promet des intrigues passionnantes. C'est pas un personnage qui a beaucoup de temps dans l'épisode, mais j'ai très hâte d'être à mardi prochain depuis qu'il est arrivé. Qu'as-tu pensé, toi, de cet épisode 5, ma chère? J'ai trop kiffé. Je te rejoins sur... pour l'instant, c'est mon préféré. Je trouve qu'il est très bien équilibré entre le plus intime et le plus politique. Il y a aussi un bon équilibre entre plein de personnages qu'on aime bien et qui ont le temps d'avoir des intrigues... et certains qu'on n'avait pas vus depuis un moment, donc ça c'est chouette grave. De faire un petit tour d'horizon. Je suis contente parce que c'est un épisode qui se passe dans une seule localisation, là où on a pas mal bougé. Blackthorn a été trimballé dans les 4 premiers épisodes à droite à gauche en prison, en machin, ils comprenaient rien. Là on est posé au même endroit et on a le temps, du coup ces personnages ils ont le temps de souffler et d'explorer leurs relations interpersonnelles. Pas vraiment de souffler. Hein. Ils ont un peu de temps pour souffler et explorer leurs relations interpersonnelles, ce qui peut être légèrement tendu. On se repenche évidemment sur les différences coutumes, cultures et même gastronomie entre le Japon et l'Occident, l'Angleterre, ce qui est un de mes aspects préférés évidemment de Shogun. Et comme tu le dis, il y a quand même de l'action, la politique, la guerre, les enjeux militaires qui sont toujours là en trame de fond, et on sait que on va pas pouvoir passer 5 épisodes de plus à débattre de est-ce que c'est mieux la gastronomie japonaise ou la gastronomie britannique. Il va falloir passer à autre chose. Alors, moi j'ai une réponse, elle est très simple, mais le japonais c'est mieux en termes de... Alors oui, il faut vraiment les anglais. Franchement, preuve à l'appui dans cet épisode. Preuve à l'appui. C'est très vrai. On en parlera, un épisode que moi du coup j'ai renommé La guerre des restos. En hommage à Top Chef. Ok, je vois où tu vas. Non, juste un autre truc aussi, je rebondis sur ce que tu disais, que je trouvais trop bien. C'est effectivement un épisode, je trouve, qui s'attarde encore un petit peu plus, même si les 4 premiers c'était déjà le cas, sur les coutumes et la philosophie des Japonais de la série. Et surtout sur les différences culturelles les différences culturelles et diplomatiques spirituel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Entre les Anglais et les Japonais, et je trouve que il amène vraiment à se poser des questions, et encore une fois, on est vraiment dans le regard de Blackthorn, où il y a des moments, le frérot, il comprend pas, quoi. Il est là en mode, frérot, non. À Cosmo Jarvis, il a bossé sa perplexe tête. C'est-à-dire, il est là en mode, j'ai vu des gens, il n'y a pas de spoiler, hein, mais j'ai vu des gens sur Reddit qui avaient fait un topic, une discussion qui s'appelle, et il y avait beaucoup de votes positifs, hein, donc les gens se posent la question, qui a volé les oreilles de Cosmo Jarvis? Parce qu'il a des oreilles plates. Apparemment il a des oreilles et j'ai vu des gens sur Reddit qui disaient qui a volé les oreilles de Cosmo Jarvis. Et en vrai... On va googler en direct, désolé, hein, c'est pas très radiophonique, et mais en vrai, vous aurez notre réaction. Je crois qu'on les voit jamais dans la série, tu vois. C'est vrai qu'on les voit. Si on les voit. Non mais les gens sont cons alors. Bon, on ira voir sur Reddit de quoi ça s'agit, parce que là, je comprends pas trop d'où ça sort. On ira lire les commentaires. Moi non plus. Donc, trop bon épisode. Je sais pas trop ce qu'on peut effectivement dire d'autre sans trop spoiler. Pour les gens qui aiment pas trop le gore, on peut dire que à part la scène d'intro qui reprend un peu le niveau de gore de l'épisode 4, il est maintenu. C'est-à-dire que c'est pas pire. Il y a pas plus de scènes gore. Voilà, c'est pas un épisode où on va faire comme ça devant son écran, sauf peut-être un peu de gêne. Parce qu'il y a des moments... Il y a un peu des moments où t'es là, là, j'aimerais pas être dans la pièce, quoi, je serais trop gêné. Mais on va en parler car c'est la fin de cette intro. Sans spoiler, à partir de maintenant, on va révéler tout ce qui se passe dans les 5 premiers épisodes de Shogun, épisode 5 compris. Pour rappel, Shogun, c'est un livre à la base. Moi, je l'ai lu. Nodus, non. Je ne vais évidemment rien spoiler de la suite de l'intrigue, mais parfois avoir lu le livre permet soit d'ajouter des précisions, notamment sur la préparation du faisan, soit de pouvoir répondre à quelques questions sans rien spoiler. Ok. C'est parti. On va faire le déroulé de l'épisode un petit peu... From scratch. Voilà, chapitre par chapitre, mais avant ça... Très bien. Est-ce que tu as des trucs à dire, à amener? Est-ce que tu es chaud pour parler d'un sujet spécifique? Non, on va y aller tranquille. On va y aller tranquille, on va progressivement laisser les intrigues se développer. Début d'épisode, je remonte mon Nagakado à la fin de l'épisode 4.
C'est qui? Attends, tu peux pas me faire ça. C'est le fils de Toranaga. Oui. Oh, j'ai dit au pif, sérieux, c'est lui? Oui. C'est son fils. Eh bah, Il s'appelle Naga. Ah oui. Toranaga, Nagakado. Pour moi, c'est juste un mec qui a une moustache de collégien là. Tu vois, il a la même moustache que les gars en 3ème quand moi j'avais pas de moustache. Il s'appelle Yoshi Nagakado. Et bah Yoshi Nagakado, qui rappelons-le, fin de l'épisode 4, avait un peu pris la conf et avait décidé d'utiliser les canons pour tuer les gardes de Ishido. Ouais. Non, putain, je suis trop fort aujourd'hui là. C'est pas ses gardes, mais c'est son général quoi. Ouais, son général. Sans consulter Toranaga, sans consulter personne. Hein, il avait vraiment pris la décision de façon unilatérale. Après qu'elle lui a été gentiment soufflée par un certain Omi, neveu de Yabushige quand même. Qui, on va en reparler, finalement, lui s'en sort pas mal. Hein. Ah bah lui, il est en Littlefinger Chaos. Comme dit Littlefinger, le chaos c'est une échelle. Quand c'est le bordel, profites-en pour te faire monter. Ah non mais lui vraiment c'est moi au collège qui pareil dit à un gars de faire une connerie. Ou non, moi je fais une connerie et j'accuse quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui s'est passé avec les canons. Donc début d'épisode, on a effectivement Nagakado, donc c'est vraiment ça reprend exactement là où le 4 s'était arrêté. Donc le 5 naturellement va commencer sur le passage un peu moins drôle, c'est qu'après avoir tué des gens il faut ramasser les bouts de cadavres. Donc, et c'est pas les gens qui ont tué les gens qui se tapent le ramassage, hein. C'est vraiment les paysans villageois là qui sont là, on est maudits ou quoi? Pourquoi c'est chez nous là? C'est dégueulasse. Bah tu vois, tu ramasses des bouts de cheval mort. Et alors moi je me suis posé la question, parce que j'ai vu 2 mecs porter une jambe. Et alors moi j'ai jamais porté de jambes décorrélées d'un corps. Enfin j'ai jamais vu de bref. Et je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment 2 personnes pour porter une jambe? Parce qu'ils sont à 2 à porter la jambe. Ça pèse combien une jambe? Bah peut-être que c'était un gars qui avait jamais raté le leg day à la salle et qui avait vraiment des cuisses, des cuisseaux, tu vois, des gigots quoi. Peut-être que c'était genre les jambes à David Douillet. Ou alors, peut-être qu'ils prennent leur temps parce qu'ils ont pas trop envie d'accélérer la tâche. Je ne sais pas. Bah justement, moi je me dis, tu mets tout dans la charrette, hop, et après en 20 minutes c'est fait. Parce que non, mon hypothèse c'est que la jambe c'était un des morceaux moins dégueux et qu'ils prennent leur temps pour la ramener à la charrette dans l'espoir qu'un de leurs potes s'occupe des morceaux plus dégueux avec les entrailles et tout, tu vois. Non, parce qu'un torse, je me dis, ça doit peser autour de 20-25 kilos, tu vois, facile. Mais une jambe, peut-être il y a moyen de le faire solo quoi. Mais bon, c'est voilà, c'est le détail. moment gore de l'épisode. On va peut-être pas s'y attarder plus que ça. Pas, voilà. Mais donc ça c'est effectivement le début de l'épisode. S'ensuit, alors moi je vous le résume comme si vous aviez 5 ans, hein, parce que dans ma tête c'est comme ça que ça se passe. S'ensuit évidemment un passage où Toranaga il est pas content. Toranaga il est là en mode oh là là. S'ensuit quand même, il faut le dire, l'arrivée triomphale de Toranaga retour avec toute son armée que Mariko appelle Lady of Steel, donc la dame d'acier, c'est le nom qu'on donne à son armée. Ça claque quand même. Le gars, son armée, elle a un surnom, tu vois, il a une armure rêvée et tout. Mais ils ont des chapeaux avec des bois de serre et tout, c'est des fous. C'est trop. Je me souviens que quand la scène elle a commencé, j'ai vraiment répété 4 fois. Trop classe. Bah moi au début j'ai cru que c'était un tremblement de terre, mais après ça arrive plus tard. Voilà. Autre thème de l'épisode. Donc Toranaga revient. Il a ramené tout parce que rappelons qu'il s'était barré. Il a vraiment amené Yabushige et tout le monde pensait qu'il allait rester. Ouais. Et il a dit je me casse. Allez, il a fait son truc avec l'éventail et il a profité des acclamations pour se barrer comme un prince, littéralement. Bah littéralement oui. Et revenir avec son armée. Donc ça c'est sympa. Et avec Back from the Dead, Buntaro. Alors oui, alors c'est vrai, ça il faut qu'on en parle. Parce que, alors... Le gâté. Déjà, toi tu m'avais dit, et parce que t'es très forte, et tu vois un peu, t'es un peu Kubrick. Tu savais déjà que dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 4, quand on voit Buntaro qui se bat contre la milice de 15-20 personnes là sur la jetée, et qui dit au revoir à Toranaga, pas trop à sa meuf parce qu'il s'en bat les couilles, mais quand il dit au revoir à Toranaga... On comprend dans cet épisode pourquoi il s'en bat les couilles. Ah, on va en parler. On va parler de Buntaro, mon ref. Buntaro, tu vas prendre... voilà, ça va siffler pour ton matricule. C'est conseil de discipline pour ouais, Buntaro. Buntaro, là, ça va pas. Non, mais tu m'avais dit quand... Tu m'avais émis l'hypothèse, effectivement, qu'on ne va pas crever. Donc, il y a peut-être un moment, il va revenir. Et en Selon les conventions hollywoodiennes. Voilà. Et truc que je trouve un petit peu nul, et je te rejoins là-dessus, et peut-être qu'on le fera plus pour les épisodes suivants. Le Previously, quand vous regardez, donc nous on regarde sur Disney+, hein, quand tu regardes le Previously, le précédemment au début de l'épisode, bah là il s'avère que le précédemment était quand même pas mal focus sur Mariko et sur la disparition de Buntaro. Et en fait, directement dès que tu as vu le précédemment, tu sais que les 5 premières minutes de l'épisode, ça va être Buntaro qui revient. Et là, shenanigan, c'est Buntaro qui revient et il s'en fout complètement de sa meuf. Et il s'en fout. Et donc il y a toute cette histoire où on apprend plus tard que
Il a été donc sauvé par des... attends, je l'ai, ne m'aide pas. Par des Ronin, par une division de Ronin. Qu'est-ce que c'est des Ronin? Oh là, mais non, mais attends, mais là tu peux pas, je vais googler. Non, je le sais, je peux te le dire. Ah, merci. Des Ronin, c'est des samouraïs qui n'ont plus de maître, soit parce que leur maître a été tué, soit parce qu'ils ils ont déserté, ils se sont enfuis, ils ont changé d'allégeance, ils ont été bannis, etc. Ok. Et du coup, ils ont perdu un peu leur honneur, n'est-ce pas? Donc c'est un peu des mercenaires. Ok. Et les Ronin, il y en a beaucoup qui sont sur la fameuse base À jésuite Macao. de Macao, parce que du coup, ils ont rien à perdre. Et il y en a qui essayent de rendre des services à un seigneur ou un autre dans l'espoir d'être réhabilité, parce que normalement, quand t'es samouraï et que ton seigneur il meurt, t'es censé te faire seppuku, quoi. Tu l'as pas protégé. Donc Ah ouais, non, mais c'est chaud. c'est genre ils sont au chômage, tu vois. Mais c'est pas. C'est comme tu parles mal en réunion, tu te fais seppuku. Ouais. T'es au chômage, c'est chaud socialement. Mais Ah non, mais du coup là, donc ça veut dire c'est des samouraïs freelance quoi en gros. c'est ça, c'est des samouraïs freelance. Ils ont une SASU et tout, ils sont là. Ouais, bah ils ont l'Ursaf Libouzin qu'ils appellent. Yursaf Osaka. Donc Buntaro dit que des Ronin l'ont aidé à L'ont s'échapper. aidé et que de cette division de Ronin apparemment, donc ils ont fait tout le trajet jusqu'à pas Osaka, l'autre ville, Ebo, non. Bah, ils étaient à Osaka, ils ont été jusqu'à Yedo. Yedo, je pardon. pense, Ouais. c'est ça. Et sur la route qui les emmène jusqu'à Yedo, tous sont morts sauf 2, dont Buntaro. Et donc Buntaro, il revient la bouche en cœur avec toute l'armée de. La bouche qui fait la gueule. Hein. Ouais, en plus il a du sang sur la gueule, il s'est sûrement pas lavé depuis des jours et des jours. Il a des petites cicatrices un peu sympatoches quand même, il faut le dire. Et il revient et Mariko ne le voit pas au début. Donc c'est quelqu'un qui dit à Mariko, hey Mariko, il y a ton cum. Et là, elle fait un regard. C'est le même regard que quand moi j'avais dans mon carnet de correspondance des retenues et que mon daron est rentré à la maison. C'est le même regard. C'est le regard de ta daronne qui passe la porte avec ton bulletin dans la main. Ouais, c'est ce regard de oh merde. Parce que rappelons. Les problèmes. Rappelons qu'épisode 4, Mariko est très douée pour ken quelqu'un et faire croire qu'elle l'a pas ken. Ouais. Elle sait très bien jouer ça. Et C'est niche hein, comme talent, mais Ouais, là ça sert. Là, ça sert c'est bien. Et Blackthorn, il est toujours pas sûr de. Est-ce que c'est toi que j'ai ken ou est-ce que c'était. Il est quand même un peu sûr, mais. Il est sûr, hein, oui. Mais il comprend qu'elle le dise pas, d'autant plus maintenant que son mari n'est pas mort. Oui. Mais il est pas serein, du coup il est là. Ah, le super samouraï super fort en bagarre dont j'ai baisé la meuf, il est pas mort. Il revient là avec c'est. Dans ce pays où tu parles mal en réu, tu te fais c'est beaucoup. Je sais Mais pas ce alors, qui va mais- arriver à t'as baisé la meuf du samouraï. Mais je sais pas ce qui se passe. Genre, si il apprend que Mariko et Blackthorn, ça nani nana, Ils ont pilot. ils ont pilo. Ah non, mais alors c'est trop marrant tous les japonais qui sont là, ils ont pilo. Non, mais attends. Bébé, tu veux traversant? Non, Tu mais veux là- une petite session là, traversant? désolé, je pense que ça a un peu plus que pilo. Mais ouais, je sais pas ce qui arrive si Buntaro se rend compte de ça. À mon avis. En termes de châtiment, je pense qu'il aura peut-être le choix du châtiment, sauf s'il le fait remonter à Toranaga en mode crime d'honneur et tout. Mais tu vois, Yabushige, il a ses propres petits kiffs, genre faire bouillir des gens et tout. Peut-être qu'ils imagineraient un châtiment à la hauteur, parce que c'est peut-être la première fois. Les autres Européens qui sont là, c'est des prêtres, donc a priori ils sont pas Ouais. censés, même s'il y en a, coucher avec des gens et surtout pas avec des ladies. Donc peut-être qu'il C'est n'y a vrai. pas jurisprudence. Non, il y a. Avec un peu de chance, il y a vide juridique et on s'en sort. Il n'y a pas de loi pour ça, donc c'est bon, il s'en sort. Et donc, il s'avère aussi, je me permets de continuer à résumer. Mais continue, il n'y a pas de problème. Il s'avère que Mariko Sama et son nouvellement revenu cum nul Buntaro. Donc, en fait, dans la maison, parce que maintenant, donc Blackthorn, comme on l'a admis dans l'épisode 3 et 4, Blackthorn a été promu à Tamoto. Donc, il a une maison. Donc, sa maison, c'est son domaine à lui, tu vois. C'est sa maison et il est chef de sa maison. Il peut porter les épées. Voilà. Et Mariko-sama et Fuji-sama vivent avec lui chez lui. Fuji-sama parce que c'est sa compagne. C'est ça, oui, tout à fait. Et Mariko-sama parce qu'elle fait office d'interprète et elle le surveille pour Toranaga. On a Ouais. d'ailleurs vu, donc dans l'épisode 4, on voyait Mariko-sama avec un carnet en train de noter des choses. Il y avait des gens qui pensaient qu'elle était en train de traduire les journaux de Blackthorn pour Toranaga. Parce que, rappelons que officiellement, Blackthorn est en sursis. Toranaga lui a dit... ces carnets, a priori, prouvent que vous êtes un pirate et un criminel, mais comme ça va être long de les traduire, n'hésitez pas à former mes hommes en attendant. Donc il a toujours cette carte sous le coude de Toranaga, mais il n'a pas la capacité de lire ses carnets. Il y avait des gens qui pensaient que dans l'épisode 4, Mariko était en train de les traduire. Et pour moi, ça collait pas parce que Mariko, elle parle portugais, en vrai, elle parle pas anglais.
Ah oui, oui. Et Blackthorn étant un anglais, pour moi, ces carnets, il les écrirait en anglais. Donc j'étais là, mais elle devrait pas pouvoir comprendre. Et on apprend dans cet épisode que j'avais raison. Elle n'était pas en train de traduire les écrits de Blackthorn, mais de noter tous ses faits et gestes pour Toranaga, peut-être en omettant quelques faits, quelques gestes, petits détails comme quelques doigts dans divers orifices. Hein, ou la taille de son Sgilux. qui Par est exemple. l'objet d'un chapitre entier dans le livre, hein, rappelons-le. Il y a une session. Waouh, quelle grosse gougie il a. Voilà, c'est réel. Bref. Et en fait, patatras, nul à chier pour Blackthorn et pour Mariko, en vrai, pour les deux. Pour tout le monde, pour Fujisama aussi, pour Ouais. le jardinier, c'est pas Parce une bonne que nouvelle. Toranaga, il demande à Mariko de continuer, même si son mari est revenu, elle doit continuer à vivre chez Anjin, donc chez Blackthorn, pour l'espionner et faire son travail d'interprète. Et là, qui c'est qui va aller vivre avec eux dans la maison de Il Blackthorn? y a de la place, Mais ça allez-y, va. mais c'est Buntaro. C'est bon, Buntaro va aller dans Il va vivre avec sa femme, c'est normal. Il va vivre avec sa femme et le gars Kaken, sa femme, qui l'héberge tranquillement. Mais il le sait pas. Il le sait pas encore. Ok. Donc ça c'est le début de l'épisode et après voilà, donc premier tiers, on arrive dans ce truc où il y a la dynamique qui s'installe où Buntaro va dans la maison de Blackthorn. Il est pas ravi de vivre. Il Pour est lui, pas ça ravi, reste un barbare et il comprend qu'il est Hatamoto, mais il est pas ravi. Pour lui, c'est déjà chiant que sa femme doit vivre avec un barbare. Ouais. Pas parce qu'il est jaloux, mais juste parce qu'il n'a aucun intérêt d'aucune forme aux gens qui ne sont pas japonais. Je Ils pense. sont pas bons, Buntaro. On en parlera, mais non, il a réappris à se baigner, et c'est pour ça que. On en parlera. Ouais. Je pense que Mariko a pris la décision d'aller lui chatouiller le sgougi quand elle l'a vu prendre un bain. Ouais, elle ouais, était là, ouais. yes, ok, ce J'ai une soir. fenêtre Ce de 20 soir, minutes. ça sent pas la vieille chaussette, on est ravis. Et du coup, Buntaro va devoir rejoindre cette petite maison du bonheur. Hein, Je j'irai peut-être pas jusque là. Mais tout le monde n'est-ce pas la fête à la maison Ah finalement non, mais là, tout le monde a un seum. Donc, il y a ce truc où lui, il arrive à la maison, machin. Il est là en mode où est Mariko? Et Fujisama lui dit bah, elle est pas là, elle est avec l'empereur et tout. Et il se barre, il fait je reviendrai pour dîner. Et donc, Non. Il y a quand même un moment. Fujisama, c'est vraiment pour moi, c'est la MVP de cet épisode. Donc MVP, c'est Most Valuable Player. Donc c'est la meilleure de l'épisode, c'est ma préf. Parce que elle est déjà Fujisama, maintenant elle a des guns. Et ça c'est super. Moi tu mets une petite meuf qui avait l'air un peu timide, un peu cassée, et Ouais. tu lui donnes 2 calibres, je suis là, yes, I'm in. Lara Croft en vrai. Un peu. Et en plus, dans cet épisode, elle est beaucoup en micro-expression, etc. Je trouve que l'actrice a fait un boulot incroyable. Et dans son interaction avec Buntaro, qui en soi, pour lui, c'est la concubine du barbare, il sait qui c'est sa nièce. Ouais. Mais il lui porte pas un respect démesuré. Il lui demande si c'est pas trop dur d'être la compagne du barbare. Elle dit non, ça va, il s'habitue. Il lui demande est-ce qu'il couche avec toi, ce qui est déjà genre gars. Non, c'est il ta lui nièce. demande est-ce qu'il te pilo? Oui, est-ce qu'il te pilo? Et elle dit heureusement pour moi, ses goûts le portent vers d'autres femmes. Et là, les problèmes. Ça commence. C'est la maison des secrets en fait, c'est Ah ça. non, mais c'est Ici, le la c'est voix. Secret Story vraiment. Et- Toranaga, il aime trop les naninana parce que je pense il sait un peu ce qu'il fait quand il fout Buntaro dans la maison et tout, tu sais, je pense qu'il est là en Ouais. mode ça va faire du drama. Et donc il a effectivement. Et après il se barre et il dit je reviendrai pour dîner. Entre temps, très important, on a vu donc c'est toute cette scène au début où Toranaga revient avec son armée, la dame d'acier machin et tout. Il engueule fortement Nagakado, le mec qui avait pris la décision de tuer les gens avec les canons. Son fils. Son fils, oui. D'ailleurs, dans cette scène, Nagakado lui dit père, father, et Ouais. il s'énerve et il dit tu t'adresseras à moi en tant que ton seigneur. Ouais. J'étais là, oh my god, je suis un peu excitée. Mais quoi? Donc il engueule son fils et il lui dit bah frérot, la division des canons, c'est ciao, elle te passe sous le zen. Et il va la donner à qui? Il va la donner à. Attends, Attends, désolé, mais là en plus tu dis rien exprès pour créer un long moment où c'est juste humiliant pour moi. Il va donc donner la division au neveu de Yabushige dont j'ai oublié le nom, celui qui a une autoroute sur la tête. Omi. Omi. Il est facile son nom, 3 lettres. Omi, ouais, c'est vrai. Et donc la division de canon, hop, elle est plus au fils de Toranaga, mais elle est à Omi. Et donc cette information est importante, on va s'en rappeler plus tard. Et aussi,
Toranaga, comme c'est un peu une drama queen, à un moment, il chope un faisan parce qu'il y a tout un truc dans l'épisode des faisans. Au début, il y a des faisans, il y a Il des. fait de la chasse aux faucons, c'est une de ses passions. Ah, c'est un faucon, c'est pas un faisan. Non, il tue un faisan avec son faucon. Oh là là. Bah, le faisan, c'est pas un rapace, c'est pas un oiseau de proie. Bon, Il prend lâche son faucon pour qu'il aille tuer un faisan et mais le ramener. le puits du fou en fait. Oui. Donc bah, il tue un faisan avec son faucon personnel, comme chacun fait tous les mardis. Et il revient donc avec un faisan et il est un peu saoulé. Il dit: oh vas-y tiens, faisan de merde, tu le donneras à Anjin. Et donc Blackthorn, dans sa grande bonté, récupère un faisan mort. Qui va être le deuxième MVP de l'épisode. Ouais. Que va-t-il en faire? Réponse A, le jeter. Réponse B, le manger normalement. Réponse C, plumé rôti, de type peut-être. plumé, rôti directement, voilà. Réponse C, le pendre par les yep pendant une semaine. Par le cou, hein, c'est important. Pour moi c'était par les jambes. Non, c'est par le cou, je te dirai après pourquoi. Eh ben, non, moi je je sais m'en pourquoi, parce que moi je suis allé sur Marmiton et j'ai cherché des recettes. Pourquoi on fait pourrir un faisan? Eh ben, donc il n'y a pas de recette de faisan pourri sur Marmiton, mais j'ai appris que, mais ça tu me l'avais dit, mais je l'ai encore plus appris grâce à Internet, c'est de là que vient l'expression faisandé. Et Pourquoi viande faisandée? Parce qu'en fait, le faisan à l'époque, deux informations. Déjà, à l'époque, le faisan, les Anglais, ils avaient des dents un peu nulles. Tu vois, genre, généralement, enfin, c'était chaud de manger de la viande, voilà. Donc, en fait, le terme faisandé, c'est-à-dire qu'on fait comme Blackthorn a fait dans l'épisode, on fait pendre la viande dehors ou voilà, dans le but de la faire littéralement pourrir, qui est un début de putréfaction du cadavre, ce qui ramollit la viande et leur permet de la manger. Et logiquement, le bas de signal pour savoir quand le faisan peut être mangé, c'est quand il est tellement putréfacté que la tête se détache du corps et le corps tombe tout seul. Voilà, et c'est pour ça que c'est important de le prendre par le cou parce que Voilà. sinon c'est les pieds qui vont se détacher quoi. Et Donc c'est vrai en fait, Blackthorn n'est pas en train de faire n'importe quoi. Historiquement, une des façons de conserver, de préparer le faisan et d'autres viandes de type gibier, c'était effectivement non, de mais les attends, laisser un peu pourrir, un peu sécher aussi, tu vois. T'imagines on fait ça nous? Mais T'imagines regarde, on mange du fromage. Non mais d'accord, mais On le mange du fromage il est dans le Roquefort. frigo. Mais t'imagines, je reviens de la boucherie, je prends une escalope, je la mets. Toi tu rentres le soir, il y a des escalopes du Mais la plafond, viande que là. t'as à la boucherie, elle a déjà séché. Ça se fait moins longtemps avec les Ok, animaux un pigeon, d'élevage. alors. Mais t'as déjà vu les grands quartiers de bœuf suspendus là comme ça. Ouais, mais c'est différent. Enfin là, le gars a pris C'est une un autre pigeon. culture. Il a pris un pigeon à Châtelet, il s'est dit je vais l'accrocher pendant une semaine. Oui, bah au Japon, tu peux manger des petits calamars, des petites pieuvres encore vivantes, tu vois. Bah oui, mais je préfère la manger encore vivante que la manger avec des mouches dessus. Donc lui il fait ça. Et Alors, dans la version quand même normale de faire faisander un faisan, c'est un peu. Comment dire, ils ont appuyé un peu le côté dramatique dans la série pour que ce soit bien visuel. Normalement, quand tu fais faisander un truc, il n'y a pas des mouches, ça pue pas la mort et tout. Si t'es dans un truc sec et bien ventilé, ça peut bien se passer. Et évidemment que les gens n'étaient pas en 1600 à manger de la viande verte avec de la mousse dessus et des mouches, tu vois. Ils n'étaient pas non plus Ouais. complètement cons. Mais on sait que le Japon a un autre climat. C'est très humide, c'est l'hiver, il neige, je sais pas, ça a moins pris. Mais Blackthorn a l'air de dire... non, mais on s'en sortira. Oui, Ce sera oui. quand même pas mal. Ça fondra sous la langue, je pense. Et il prend d'ailleurs tellement la conf et ça va amener deux sujets de discussion sur lesquels j'ai envie de t'amener. Blackthorn, quand il pend l'oiseau, en fait, lui, son avis, c'est que il a eu l'honneur de se voir offrir un faisan par Toranaga. Et Donc- il a raison. En vrai, t'as Oui, dit oui. Toranaga, il est un peu saoulé, il lui donne un faisan de merde. Non, il lui donne un cadeau Oui, parce oui, qu'il oui. comprend que les Occidentaux mangent de la viande beaucoup plus qu'au Japon et qu'il veut lui offrir un aliment qu'il apprécie manger. Et en vrai, il lui fait l'honneur de le faisan chassé par le Non, mais de seigneur fou, et de tout. Et en vrai, c'est une belle, enfin, c'est un très beau symbole. Et en retour, Blackthorn, il veut le cuisiner à la façon de son pays. De la meilleure façon, de la il veut le me- sublimer. Et il veut en faire un repas, pourquoi pas, à manger en kiffant avec Buntaro, sa meuf qui ken aussi. Et voilà, un petit repas sympa, un Et faisan sa pourri. compagne qui ken pas par contre. Et sa compagne qui a deux guns, personne mais ken. que personne touche. Mais Bah, en même temps, elle a deux guns. en même temps, c'est vrai qu'elle a deux guns. Et donc, à ce moment-là de l'épisode, il y a un truc qui se passe que moi j'ai trouvé super intéressant. Et je vous le dis en toute honnêteté, auditeurs et auditrices, je te le dis aussi à toi, mais toi tu le savais parce que voilà. Étant un peu HPI, j'ai directement vu quand ça s'est passé que l'épisode allait dans cette direction-là. Quand Blackthorn il pend le faisan,
il a une notion, enfin des notions de japonais assez basiques, hein, qui d'ailleurs, on pourra en parler, je me demande comment il apprend. Et je me demande comment est-ce qu'il apprend. C'est Mariko qui lui apprend, et il y a tout un plot point dans le livre où il finit par récupérer grâce aux jésuites. Il y a un prêtre portugais, celui qu'on a vu là, Alvito, qui lui, sur ordre de Toranaga, qui lui donne un dictionnaire japonais-portugais, il y en a très peu et c'est très précieux. Mais non. Donc, et il apprend et il charbonne. Et en vrai, c'est un peu compliqué toujours dans les séries de se rendre compte de combien de temps a passé. Je pense qu'ils essayent de nous le montrer aussi avec, dans cet épisode, il y a de la neige et tout, mais ça commence à faire plusieurs mois qu'il est là. Bah, c'est 6 mois qu'il est à la base. Oui, c'est 6 mois. Ok. Donc en 6 mois, oui, c'est Mariko qui lui apprend, plus ce qu'il capte. Et comme on l'a dit, il est déjà polyglotte, parce qu'il parle déjà plein de langues, donc il a des facilités. Il est très doué pour les langues, l'acteur. Bref. Et donc, quand il pend le faisan, voilà, les Japonais comprennent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire faisander la viande, et il prononce cette phrase, enfin cet enchaînement de mots en japonais. Pour se faire comprendre, parce que Fujisama le regarde en mode pourquoi tu prends un canard mon frère, et lui il sait pas quoi dire et ils savent pas se comprendre. Il dit toucher, si vous touchez, mort. Il dit ça. Et interdit toucher, mort. Et après il s'en va. Et là tu t'es dit et ça va lui revenir dans la gueule. Mais désolé, mais on est entre tradition et modernité. Mais pas mal tradition quand même. Pas mal tradition. Et donc il y a tout à ce moment-là une scène où on voit le jardinier, puisqu'il a un jardinier personnel comme il est à Tamoto, qui en plus il a l'air trop sympa, le jardinier. Il a l'air trop sympa. C'est un petit vieux, il s'appelle alors ça va être dur Huawei, un peu comme la marque. Uejiru. Ah, pas du tout. Uejiru. Moi j'avais noté un autre nom, mais c'est ok. Un truc comme ça, désolé pour ma prononciation du japonais, je n'ai toujours pas fait l'INALCO. En fait, on l'avait déjà vu un tout petit peu à l'épisode précédent où il avait été présenté, ces machins qui s'occupent du jardin. Ouais. Il a une scène dans cet épisode où il installe un des rochers dans le jardin zen et il en parle avec Blackthorn. Donc, vu ce qui va lui arriver, en vrai, je trouve qu'en quelques scènes, on l'aime trop, tu vois. En fait, je pense que la série fait exprès de nous le montrer et de nous le faire aimer. Enfin, vraiment, moi, quand il redresse le caillou et qu'il parle à Anjin, enfin, vraiment, j'ai envie de lui faire un câlin, quoi. J'ai envie de boire du saké avec cette personne. De fou. Et voilà, donc retenez que Blackthorn, au premier tiers de l'épisode, dit à tout le monde si vous touchez interdit, mort. Et il y a le jardinier qui, information importante. Et il laisse pourrir son canard dans sa maison. Et ça commence à faire un peu chier les gens. Ça embaume le village. Ouais, ça embaume un peu. Il faut comprendre que tout le monde est, durant tout l'épisode, un peu excédé de voir un faisan puer. Ça embaume tout le quartier. Il y a même les habitants du quartier commencent à en parler. Oui, et alors il y a deux choses. Il y a une idée que peut-être c'est une malédiction sur la maison. Il y a plusieurs fois dans l'épisode cette idée que la maison elle est maudite, enfin que ce foyer est maudit. Et le fait d'avoir littéralement un cadavre qui pue la mort suspendu n'est pas, ne fait rien pour démentir ça. Et il y a un truc qui n'est pas évoqué dans la série mais qui fait partie du contexte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes bouddhistes au Japon, même à cette époque-là, et qui du coup ne mangent pas de mammifères morts, ne mangent pas de viande, ils mangent du poisson et des fruits de mer mais pas de viande, et sont vraiment offensés par tuer un animal pour le manger. Donc ce qui est un peu paradoxal dans un monde où on peut se faire ses beaucoup pour des raisons qui peuvent paraître peu légitimes, mais culturellement il y a aussi un côté, même s'ils sont pas véganes, de c'est chaud, tu vois, donc ça les heurte aussi dans des valeurs morales presque éthiques. Mais l'expression nous en anglais du coup cursed house, genre la malédiction sur la maison, c'est un truc qui revient assez souvent dans cet épisode, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, dring ding dring, quelle heure est-il ? C'est l'heure du dîner. Buntaro est rentré, chérie, je suis rentré. Alors juste avant que Buntaro arrive, il y a deux petits trucs. Il y a Blackthorn qui demande à Mariko: maintenant ton mari est rentré, est-ce que je devrais m'inquiéter d'un truc ? Et elle qui est là: non, pourquoi ? Tu peux t'inquiéter du fait qu'on va dîner. Il est là: ok, parce que Blackthorn, il a quand même les foies, rappelons que cet homme a 2 épées, et on apprendra bientôt qu'il est plutôt précis avec un arc. Mais Blackthorn a 2 énormes... Et pareil, Fujisama essaye de... Donc elle dit à Mariko, nous sommes toutes les deux maudites, toi t'es maudite parce que ton mari il est revenu. Bon, super, donc tout le monde sait qu'il est chiant. Ouais, et Fujisama, je pense qu'elle sait, tu vois, elle Bien sait, sûr, elle se sait. doute. Et elle essaye d'aborder le sujet avec Mariko, et pareil, Mariko elle déflecte totalement, elle est toujours derrière sa clôture à 8 niveaux là. Ah là, c'est un mur. En même temps, je la comprends, c'est tellement dangereux d'avoir couché avec Blackthorn. Comme on dit, le meilleur moyen de garder un secret, c'est de le dire à personne. Ouais. Donc elle ne le dit à personne, même pas à Blackthorn qui
et t'es là. Ouais, genre quand le mec avec qui t'as Ken est même pas sûr de si vous avez Ken, c'est que le secret. Il est à 90%, mais il est là. Ouais. Non, si. Oui, non, mais oui. Mais le micro. Il est pas sûr. Après, voilà, ils ont pas l'électricité, ils faisaient tamiser, c'est la bougie, tu sais. C'est ça. Peut-être, bref. Et pardon, il y a un deuxième et truc que c'est tu tout. voulais- Bah, c'était les deux trucs. Et c'est l'heure du dîner. Mais alors, c'est un peu confusant. Mais là, à ce moment-là, ils mangent pas le faisan. Non, Ils ouais, mangent un ragoût de lapin. tout à fait. Voilà. Le faisant Qui est, continue du à coup, pourrir. un peu hein. moins. Alors, ça dégue parce qu'il faut imaginer que ça pue le cadavre et la charogne. Ouais. Donc, ça coupe un peu l'appétit. Ouais. On voit Mariko et Fuji qui se dépêchent de manger avant. En mode, vas-y, on mange maintenant parce qu'on va pas manger le reste. Clairement, ça va Non, pas mais être ça bon. a l'air ignoble son. Bah, c'est un ragoût de lapin, quoi. Franchement, moi, je l'aurais goûté. J'étais trop triste pour lui quand il serrait que personne Oui, en mange et oui. qu'il est là. Bah, non, mais remballer ça et après, il mange son riz, tu vois. J'étais là. En tant que personne qui aime bien cuisiner pour les autres. Mais oui, Fraîchement, je sais. Et j'étais triste. il a l'air déçu. Et genre, enfin, je le comprends. Il fait un ragoût et tout. Il tente d'amener sa cuisine, tu vois. C'est comme si moi j'arrive, je fais un Welsh et personne ne le mange. Bah, je suis déçu. Bah, ouais. Mais Et- quelqu'un dans les commentaires de l'épisode sur Reddit a utilisé une analogie que j'ai comprise. C'est en fait, pour eux, c'est tellement dégueulasse cette histoire de faisan qui pourrit et tout. Ouais. C'est comme si tu vois un cuisinier cuisiner avec les mains hyper sales sur un couvercle de poubelle, Ah bah, ils le etc. disent. Un truc. Et ensuite, il te sert un autre truc. Mais t'es là, bah non, mais mec, j'ai quand même pas envie de manger ta cuisine en général, en fait. Bah, ils le disent juste avant. Fujisama, qui en fait, par le fait qu'elle est la compagne officielle de Blackthorn, elle doit gérer l'intendance de la maison et voilà. Elle gère trop bien. Elle gère trop bien. Et il y a ce passage où, dès qu'elle le voit faire faisander le faisant, elle dit à tous les majordomes, tous les gens de la maison là, qui gèrent avec elle, elle est là en mode les frérots, plus personne ne mange ce que cette personne nous cuisine. Vous changez les couverts, vous changez les machins, il pourrit notre nourriture. Et donc, c'est aussi, je pense, pour ça que ils n'ont pas trop envie de toucher à son ragoût de lapin, aussi bon puisse-t-il être. Tout à fait. Et donc, c'est le fameux putain. dîner, c'est l'heure du saké, Ma scène c'est préf. l'heure de Buntaro. Ah non, mais c'est la meilleure chose. Voilà, en gros, ils mangent. Déjà, l'ambiance. Donc, ils sont au resto de ramen, tranquille, hop. Et là, en fait, un délire. Lui, il mange ça. Donc il faut comprendre que normalement, quand Blackthorn parle avec Mariko, il lui parle en anglais, enfin en portugais, mais nous, dans la série, en anglais. Sauf que là, maintenant, il y a Buntaro. Donc, Buntaro, lui, parle en japonais à sa femme. Mais sa femme, que Blackthorn, encore une fois, soulève, hein, information importante, parle également en anglais avec Blackthorn. Donc il y a tout un truc de Buntaro ne comprend pas ce que Blackthorn dit et Blackthorn non plus, et ils doivent passer par Mariko, qui a une notion quand même un peu personnelle de la traduction. Elle fait de la localisation, tu vois, elle ouais. adapte le contexte finalement. Elle fait du sous-titrage, mais il manque un sous-titre sur deux, quoi. Et donc il y a tout un truc où au début il tente d'être, Blackthorn tente d'être, il sent qu'il y a une tension évidemment. Mais il tente d'être un peu respectueux, je trouve. Ouais. Il lui demande de lui raconter son évasion d'Osaka. Il lui demande de lui Ils font raconter un concours de nouilles, Ouais. de surpage, ça c'est super. Mais en fait, parce que tu sais, au Japon. non, mais en vrai, il y a un truc à ce moment-là qui est que Mariko lui dit plus tu fais de bruit en mangeant tes nouilles, plus c'est signe d'appréciation. Donc lui, évidemment, Blackthorn au début. Ce qui est vrai, hein, c'est pas un Ouais, troll ni ouais. rien, c'est vrai. Mais et donc Blackthorn au début il mange et il voit Buntaro qui fait. Donc du coup Blackthorn il fait encore plus fort et ils font des bruits, mais des bruits de cochon, Ah ouais, pour les misophones, il est Ah dur non, cet non, épisode. hein. des bruits de salles, des vieux salles. Et voilà, et donc ça commence un peu à partir en combat de bonhomme, voilà. Ça part en concours de beat. Ouais, ça part en concours de beat. immédiatement. Hein. Bah littéralement concours de beat en plus, parce que on rappelle, je vais le rappeler tout le temps, on le rappelle pas assez, Blackthorn soulève Mariko. En tout cas, il l'a soulevé une fois. Ouais. Une fois de trop, selon moi. Selon Buntaro, si je pense. Et donc bref, tout le monde a mangé. Lui, il a mangé son lapin. Eux, ils ont mangé. C'est du riz. C'est des nouilles. Ah non, bah non, c'est des nouilles, c'est vrai. Oui. Comme d'hab, des petits plats quoi. Et donc tout le monde mange ses trucs. Et là. Oh, attendez, je vous mettrai dans la. Sinon Ouais. j'ai oublié. Je vous mettrai dans la description une super vidéo. Alors c'est en anglais, mais il y a des sous-titres sur un spécialiste de la nourriture dans l'histoire qui recrée un festin de l'époque de Shogun en partenariat avec la série Shogun. C'est ce bon Justin, merci Justin qui me l'a envoyé. Et donc il fait à la fois des plats, donc il fait des plats de l'époque, des plats traditionnels japonais de l'époque, mais aussi les plats que les Japonais de l'époque appelaient la cuisine barbare, puisqu'ils essayaient d'adapter un petit peu la cuisine portugaise. En l'occurrence. Donc il fait du poulet, par exemple, ce qui a été introduit par les Portugais au Japon. Voilà, je vous la mets dans la description, elle est très cool. Je t'ai vu à un moment où je finissais de taffer, je vais dans le salon et je t'ai vu mater une vidéo d'une demi-heure d'un mec qui parlait
de recettes portugo-japonaises et j'ai fait ah d'accord, ok, tu es parti dans le terrier à lapin. Donc ils mangent leurs nouilles, ils mangent leur truc de lapin, machin et tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Ils sortent le saké. Parce que Blackthorn il est là, ok, bon. L'autre il a pas envie de parler de ses faits de guerre. Buntaro il se fout de ma gueule en plus. Il y a le truc où Mariko. Enfin, il y a une tension. Quel meilleur moyen, et je le comprends parce que moi j'adore les gens, j'adore rencontrer des gens, parler aux gens et sympathiser avec des gens, surtout quand je suis dans un pays étranger. Quel meilleur moyen de le faire que l'alcool? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, non mais on est dans un contexte de fiction, évidemment, buvez avec modération. C'est pas ce qu'ils vont faire eux, la modération. Ils vont sortir toutes les bouteilles de saké. Les pintasses de saké. Et normalement, ils les servent dans des petits verres parce que les Japonais ils disent dans Shogun que c'est le verre adapté à leur consommation de saké et que ça leur permet de machin et tout. Ça permet de savourer le vrai goût délicat du saké et tout. En Angleterre, on la joue comment? Bah, en Angleterre, déjà, c'est de la grosse pintasse. Donc Blackthorn, ce qu'il fait, hop, son jus de ragoût de lapin, il le met dans le jardin. Buntaro, il s'en fout, il met par terre. Dégueulasse. Il y a des tatamis. Un gros sale. Ça absorbe les tatamis. Fujisama, elle habite là, elle est là. Non mais déjà ça pue le faisant et lui il met des vieilles nouilles, son jus de nouilles de bouche par terre là. Son jus de nouilles. Mais non mais il m'énerve, il a fait. Donc c'est un mélange de salive et de nouilles qui met pas. Bref. Et Blackthorn il dit vas-y, tu sais quoi, on n'arrive pas à sympathiser, ben on va boire comme des trous et on va boire comme des Anglais. On va boire comme des Anglais dans le bol, pas dans vos vieux verres de nul là. Et donc il remplit son bol de saké, tout le monde est là en mode oulala, qu'est-ce qui se passe? Et il dit c'est comme ça qu'on boit en Angleterre et là cul sec. Un cul sec de saké, t'imagines la couleur de. En vrai, le saké c'est du vin en termes de degré d'alcool et c'est pas très fort. Je ferais pas un cul sec de. Enfin, je pense que je pourrais en faire un, pas deux. Et alors déjà ouais, et je pense aussi qu'à l'époque il y a moins les réglementations sanitaires, tu vois. On sait pas à combien de pourcents il est le saké. Il y a pas de, c'est pas marqué sur la bouteille quoi. Il y a pas de. Il y a pas la petite étiquette qui dit si vous êtes enceinte, il vaut mieux pas. Ouais, il y a, à mon avis, le saké il est fait dans une baignoire par le jardinier. Et la même baignoire où ils ont fait bouillir le gars. Bah justement, c'est le jus. Oh non, c'est deg. Et donc bah voilà, ils font ce concours de buvage. Blackthorn boit un bol, Buntaro boit un bol, ça reboit un bol, ça reboit un bol. Il y a une scène où Fujisama, elle va en cuisine avec les autres servants de la maison et elle dit si l'étranger redemande du saké, dites-lui qu'on en a plus parce que là en fait ça commence à faire 5 bouteilles et le frérot voilà. Tout le monde sait que Buntaro c'est un homme violent et on sent que on le sait pas trop à ce moment. Enfin on sait qu'il est violent. Non pardon, tout le monde dans la série, dans la digeste, tous les personnages savent que Buntaro est un homme violent. Et je trouve que c'est trop bien cette tension. Genre, tu sens que Fujisama et Mariko, elles sont en train de regarder l'orage arriver et de rien pouvoir y faire, quoi. Ouais. Elles sont vraiment en mode plus on va mettre littéralement du saké sur le feu, plus ça va partir en couille. Et en même temps, de par leur position, de par le patriarcat et tout, elles peuvent juste regarder et finir par en souffrir, comme on va le voir. C'est une super scène, Mariko. Je trouve. Enfin, la scène de quand ils boivent le saké, c'est vraiment une préparation de la suite et il y a une tension qui s'installe et j'ai trouvé ça trop bien, titre perso. D'autant que, voilà, comme il commence à être bourré et qu'on est dans ce contexte de concours de beat, il y a un moment où Blackthorn il demande à Buntaro de lui raconter des trucs machin et tout. Et Buntaro il est là en mode vas-y, tu sais quoi, tu veux savoir, vas-y, ramène-moi un arc. Donc il dit à un gars de lui ramener un arc. Il crie, il fait et il y a un mec qui lui ramène un arc. Il arrive et là, Buntaro il dit demande-lui, il dit à Mariko demande à l'étranger où est-ce qu'il veut que je vise et je vise à cet endroit-là précisément. Donc le Blackthorn il dit vas-y, vise le poteau de droite. Situation normale. Tu tires sur le poteau de droite, hop, tu montres que tu sais viser, c'est trop bien. Buntaro il se dit pas ça. Buntaro il se dit ma meuf, en fait elle va me servir de cible, donc je vais tirer la flèche à 5 cm de son visage, elle va pas bouger parce que c'est ma meuf et qu'elle se tait, et on va tirer sur le poteau pour bien montrer que c'est moi le meilleur. C'est pire que ça. Il tire à travers un mur en papier. Donc la première fois, il voit pas sa cible. Et effectivement, ouais. Mariko, elle est pas loin d'être sur la route, mais il sait qu'il est très fort. Après, rappelons qu'il est aussi bourré. Il est bourré, c'est ça Lui, le truc. il bouge pas. Mariko, elle bouge pas. Personne bouge. Fujisama, elle bouge pas. Il y a que Blackthorn qui s'agite. Et la première fois, il voit pas sa cible. Il fait un trou dans le mur en papier. Il atteint sa cible. Et la deuxième fois, il passe par le même trou. Il est sharp. Non, mais il est sharp. Même en ayant bu 6 bols de saké, c'est un délire. Et il y a toute cette scène où là, en 3D, où on voit la flèche passer devant le visage de Mariko au ralenti. C'est très bien. Et avec ses cheveux qui sont légèrement en train de, tu sais, le de la flèche. Et ben c'est une flèche. Et donc trop bonne scène.
Mais là, ça part en couille. Là, il s'énerve. Blackthorn s'énerve. Il dit à Mariko, bah dis-lui que c'est pas comme ça qu'on traite sa femme. Mariko, elle dit à Buntaro, ah, il a dit que c'est pas comme ça qu'on devrait traiter sa femme. Et Buntaro, il rigole, il s'en fout. Il est là genre, bah... Non, Buntaro, il dit, s'il y a bien une personne qui mérite pas le respect, c'est toi, et tu vas lui expliquer pourquoi. Ah oui, bah vas-y, je te laisse parce que là, moi, c'est le passage que j'ai moins compris. Ok, donc l'histoire de Mariko, on avait vu toujours la même scène en flashback d'un homme plutôt âgé dans un contexte de violence et tout. On se doutait, je pense que c'était son père et on On savait savait qu'elle que venait d'une grande famille en tout cas. elle a dit mon nom est connu dans tout le Japon. Ouais. J'ai subi une grande injustice et on sait qu'elle a eu des pensées suicidaires puisque le prêtre lui en avait parlé et qu'elle en avait parlé à Fuji quand Fuji voulait se suicider parce que c'est beaucoup tout ça. Donc Mariko, elle vient effectivement d'une grande famille qui a été déshonorée parce que son père a trahi son serment de samouraï en tuant le précédent chef avant le Taiko. Le truc, c'est que c'était un homme cruel et meurtrier. Donc son père, il a servi. Son daron ou Non, le précédent. Ouais, avant le Taiko là, Ouais, en gros, c'est une Jaime Lannister. Jaime Lannister dans Game of Thrones, il a assassiné. J'aime bien que ta référence soit vraiment ok. Non, alors, c'est vraiment une Jaime Lannister. Jaime Lannister dans Game of Thrones, il a assassiné le roi qu'il était censé protéger parce qu'il était dans la garde royale d'un roi Targaryen. Donc tout le monde l'appelle Kingslayer parce qu'il a trahi son serment sacré de protéger le roi. Sauf que pourquoi il l'a buté ? C'est parce que le roi il était fou, il torturait des gens, il tuait plein de gens, il affamait la population et il voulait faire péter la ville et tout. Et quand on apprend tout le contexte de pourquoi Jaime il a tué le roi et pas juste parce que c'est un tourne kazakh et qu'il l'a trahi, bah on apprend à avoir de l'empathie aussi pour le personnage. Là c'est un peu pareil, le père de Mariko il a fait une Jaime, il a tué l'homme qu'il était censé protéger pour le bien du royaume, ce qui l'a amené à être déshonoré. Il a été condamné à tuer toute sa famille et à éteindre sa lignée avant de se faire lui-même seppuku, donc il a dû tuer ses enfants, les frères et sœurs de Mariko, et sa femme avant de se tuer lui-même. Et Mariko n'en a réchappé que parce qu'elle venait d'être mariée à Buntaro. Et donc, quand elle a été. Enfin, avant, c'était une grande famille. Mais Buntaro, du coup, maintenant, il a une femme qui est totalement déshonorée. Ouais. Il a un fils avec cette femme, qui, du coup, son fils fait aussi partie quelque part d'une lignée déshonorée. Et Mariko ne doit le fait d'être en vie qu'à en partie une forme de respect que Toranaga a pour elle et pour son père, où en fait, il comprend l'acte de son père, même s'il était déshonorant, il comprend que c'était pour le bien du royaume. Et parce que Buntaro lui refuse le droit de se faire seppuku. C'est ça aussi. Mariko, elle veut se suicider. C'est une prise d'otage en fait. Enfin, c'est clairement il y a une relation. Elle est obligée de rester. Elle est forcée de rester en vie par son mari. Après, on peut comprendre que son mari soit pas là en mode oui, vas-y, suicide-toi, mais c'est un peu une torture. Mais non, parce qu'il l'aime pas. Enfin, on en parlera et voilà, mais il l'interprète. Alors, il y a un podcast officiel Shogun qui est sorti par la chaîne qui produit ça. C'est un podcast en anglais, donc c'est sorti par FX. Et le regard des gens qui sont derrière la série, c'est qu'il y a une forme d'amour pour Mariko du côté de Buntaro, que peut-être aussi il l'aimait avant qu'elle soit déshonorée, et c'est compliqué, tu vois. C'est pas juste, il la méprise, du coup il la torture en la gardant en vie. Pour moi, c'est une emprise. Ouais, voilà, il y a une emprise, et il y a un côté emprise, et il y a un moment où on lui dit de toutes les personnes qu'il faudrait respecter, certainement pas toi, je te respecte toi. Enfin, tu vois, il y a un truc de toutes les. Mais parce qu'elle est déshonorée, parce que sa famille est déshonorée. Et que c'est important, rappelons-le. Et, oui, non, c'est important. Donc voilà l'histoire que Mariko est obligée de raconter, son histoire de déshonneur et de trauma, évidemment. Et c'est intéressant parce qu'elle n'est pas non plus obligée de la raconter. Rappelons que dans la pièce, il n'y a que 2 personnes qui parlent anglais, enfin portugais, mais donc anglais. C'est Blackthorn et elle. Donc quand Buntaro lui dit, vas-y, raconte ton histoire qu'on rigole. Bah, elle pourrait très bien mentir. Et il y a même Blackthorn lui dit, t'es pas obligé de faire ça. C'est trop chou quand il lui dit. Ouais. Franchement, c'est un good guy. Hein. Je veux dire, not all men. Blackthorn, bon. Blackthorn would never. Et donc il y a effectivement cette scène où Mariko raconte son histoire et Blackthorn comprend un petit peu plus aussi d'où elle vient. Et je pense que c'est le moment aussi où Blackthorn comprend encore plus l'emprise que Buntaro Désolé, on va le dire, ce connard. Ah bah de toute façon là ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite parce que justement les gens parce que c'est l'heure d'aller se coucher. Les gens vont dormir. On a fini le saké. Oui. Time to rompiche. Mais au milieu de la nuit, Blackthorn est réveillé par des bruits. Que se passe-t-il, Valentin ? Il se passe que Buntaro, cette vieille race, est en train de battre Mariko dans la pièce d'à côté. Et quand t'as des murs en papier, le problème c'est que ça s'entend. Non mais il n'y a pas d'isolation. Déjà il n'y a pas d'isolation thermique, il n'y a pas d'isolation phonique. C'est le Nutri-Score de cette maison, c'est D. Et non mais alors désolé mais là bon. Le Nutri-Score.
marche. Mais non, mais là, il s'avère que bon, Buntaro battait Mariko, ce qui était bruyant et qui a réveillé Blackthorn. Mais en fait, tous les trucs que tu peux faire, en fait, désolé, mais on entend tout. Tu peux ken dans la pièce d'à côté, on entend. Tu fais à manger, tu fais un prout, tu fais un petit prout en dormant. Sans faire exprès, hop, c'est poucou. Parce que... Tu as brouté à proximité des oreilles du Seigneur. Mais donc voilà, il s'avère que là, durant la nuit, Buntaro, en fait, toujours bourré comme un coin, ce qui n'excuse absolument rien, il est violent de base. Et c'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois du tout, est en train de battre Mariko. Blackthorn entend ça, il devine évidemment la situation, il se réveille, il prend ses 2 épées, parce qu'il prend ses épées et son flingue. Il y a Fujisama qui lui bloque le passage et qui se met dans l'embrasure de la porte et il dit vas-y bouge. Il lui prend le gun et il va dans la pièce où Mariko était en train de se faire battre par Buntaro. Mariko lui dit, donc il constate que Mariko a effectivement le visage en sang et roué de coups et elle lui dit que Buntaro est déjà parti. Et là, ma scène préférée, vie de moi. C'est le duel, ta scène préf? Ouais. Ok, bah juste avant, alors c'est Fuji qui lui dit Buntaro est déjà parti et elle essaye de l'empêcher de rentrer parce que c'est une grande honte pour Mariko d'être vue comme ça. Elle veut absolument pas être vue dans cet état. C'est déshonorant encore plus pour elle qui vient de raconter son déshonneur, de s'humilier en racontant son histoire, tu vois, c'est genre et c'est malheureusement une réalité pour aussi, même de nos jours pour beaucoup de victimes de violences conjugales, de ressentir de la honte alors que c'est bien évidemment toujours la faute de l'agresseur, mais il y a aussi un truc il est en train de l'offenser en la voyant dans cette situation, en la voyant pas aussi, elle est pas apprêtée entre guillemets. Elle le dit, elle crie, elle dit elle t'es pas censé voir ça. Mais elle parle que en japonais, elle parle que à Fuji, elle lui dit tu le sors de là. Elle parle pas à Blackthorn en mode va-t'en, j'ai besoin de temps et tout, elle est vraiment elle est en train, je pense, de vivre un nouveau trauma finalement, et on va voir ensuite qu'elle va essayer de rester fermée à Blackthorn, en grand contraste avec leur petite discussion autour du bain à l'épisode précédent où elle était là, ah ouais, si on allait à Londres on ferait quoi, et après on ferait quoi, on ferait quoi, où elle avait l'air vraiment heureuse. Là tu sens qu'elle s'est rétractée derrière sa fameuse clôture et que elle n'en sortira que difficilement. Mais je pense qu'elle découvre un homme qui lui parle au lieu de... Qui la considère comme un peu plus une personne. Un peu plus une personne, ouais. Je dis pas que Blackthorn est parfait, mais s'il fallait faire sur une échelle, Blackthorn serait au-dessus, par exemple, de Buntaro. En termes de compagnons, ouais, je pense. Ouais, je préfère sortir avec Blackthorn qu'avec Buntaro. Et même en termes de personnes, en termes de... Voilà. Peut-être pas en termes d'archer. Parce que rappelons-le qu'il est super fort. Alors, désolé, tu peux être Robin des Bois, si tu bats ta meuf, moi je m'en fous. Oh là là, bravo. Bravo, je suis un allié. déconstruit. Je suis un allié déconstruit. Du féminisme. Mais donc, Blackthorn ne peut pas consoler Mariko, il fait la deuxième chose qu'il a à faire, c'est-à-dire aller embrouiller le coupable. Et alors, on peut s'attarder un peu sur cette scène, je pense, parce que c'est vraiment ma scène, à titre perso, bref, de l'épisode, parce qu'on comprend plein de trucs. Il y a plein de trucs qui se passent dans cette scène. Blackthorn, il comprend que Buntaro a battu Mariko, il veut le rattraper. Il sort de la maison en papier, là, dans laquelle il y a toujours un trou parce que Buntaro il a tiré des flèches à travers le mur. Bref, il sort, et là il crie Buntaro! Comme ça, il fait ça, il crie. Alors qu'il n'est pas censé l'appeler Buntaro. Buntaro, c'est son surnom pour les gens dont il est proche, et il l'a repris au tout début en disant à Mariko de lui dire tu m'appelleras Lord Toda. Oui. Je suis pas ton pote. Et il l'appelle, il crie fort et tout, et là, bam, la nuit, il fait noir, dans les petits cailloux, il y a une petite lumière tamisée et tout. Lui, il a un gun. La lune. Blackthorn, il a un gun à la main. Et bingo, parce que Buntaro il marche très lentement, Buntaro. Il a pas la Mercedes, la voiture, là, donc il marche, et donc il est encore quelques mètres devant Blackthorn. Et quand Blackthorn l'appelle, il se retourne de façon extrêmement dramatique et lente. Vraiment, c'est un Clint Eastwood, le truc. Salut. Et ils se disent rien. Et il y a cette scène où Blackthorn l'embrouille mais en anglais, donc il va pas comprendre quoi. Même avant de l'embrouiller, je trouve avant de l'embrouiller, il y a la scène où Buntaro enlève ses chaussures, enfin enlève ses surchaussures de machin, et il met sa main sur son épée. Donc moi je me dis ça va partir en couille. Là ça part en Interville. Et en fait pas du tout, parce que il prend. Ça part en 1v1 à l'aéroport d'Orly. Non mais ça part en Boubacaris quoi. Et en fait non, pas du tout, parce que donc pendant que Blackthorn il est en train de l'embrouiller en anglais. Même la barrière de la langue, pour le coup, là, Buntaro comprend que... Je pense qu'il a, il a la grande idée, quoi. Ouais, il a... les grandes lignes. Il sait ce qu'il a fait, il sait que... Voilà. Et ils sont tous les deux torchés, toujours, hein, rappelons-le. Oui, mais après, Blackthorn a quand même eu peut-être 2 heures de sommeil. Donc, et même dans... Et il est anglais, donc ça va. Et il est anglais. Donc il a une meilleure descente du saké que Buntaro, peut-être. Et donc, Buntaro met sa main sur l'épée. Et là où on s'attend à ce que ça parte en duel, à ce que ça parte en baston, ce qui se passe, c'est super intéressant. C'est qu'il prend son épée, il la pose par terre,
et il se met à genoux et il parle un petit peu en japonais et tout, mais très succinctement. Et pour se faire comprendre à Blackthorn, il lui dit non, 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 saké, c'est à cause du saké. Et donc il lui dit genre mon excuse pour avoir battu ma femme, c'est le saké. Donc Il s'excuse pas d'avoir battu sa femme. non, c'est vrai. Non, Il c'est vrai. s'excuse d'avoir perturbé l'harmonie du foyer de Blackthorn. Et c'est Il ça s'excuse au maître de maison d'avoir causé des problèmes dans sa demeure. Et c'est aussi pour ça que Mariko a aussi honte. C'est parce que c'est pareil, tu n'es jamais censé déranger l'harmonie d'un foyer, d'une maison ou d'une personne. C'est le wa, Bah, W-A. de Hatamoto, enfin oui, c'est. Voilà, et c'est un Hatamoto et tout ça. Donc c'est. Et En c'est vrai, là. Buntaro a une vraie raison de s'excuser, mais ça n'a rien à voir avec j'ai battu ta femme. Et ben c'est là que moi je trouve il y a un truc pivot dans la tête de Blackthorn et dans la relation qu'il a avec Buntaro. Je pense que Blackthorn, à ce moment-là précis, comprend qu'il peut peut-être le tuer. Et il comprend que en fait c'est un motif de déshonneur tel que dans une autre situation, Buntaro serait peut-être réprimandé, voire seppuku, voire voilà. Et en fait, Buntaro est contraint par les normes sociétales et culturelles du Japon à ce moment-là dans leur société, qui fait que même, enfin c'est comme ça que j'interprète moi, que Buntaro comprend que même s'il a battu sa femme, même si c'est le roi des FDP, il a déshonoré la maison d'un Hatamoto dans lequel il est invité, et les mœurs l'obligent à s'excuser et à s'aplatir. Et Blackthorn ne le sait pas, peut-être qu'il ne le comprend pas à ce moment-là, mais je pense qu'à ce moment-là, il peut le tuer. Il est légalement en droit, et moi c'est comme ça que j'interprète. Il y a un truc de, à ce moment précis, Buntaro, si Blackthorn le tue, Blackthorn il a rien, je pense. Ok, c'est marrant. J'avais pas interprété ça comme ça, peut-être. Je suis pas sûre de la hiérarchie Hatamoto, samouraï, tout ça. Plus bien sûr, on peut pas enlever le fait que Blackthorn c'est un barbare, donc je comprends qu'il n'est pas tenté. Mais ça plus reste un le Hatamoto. fait que tu tires pas sur un homme désarmé à terre, tu vois. Je pense qu'il y a il y a de ça aussi. Peut-être que effectivement, c'est un tel déshonneur que Buntaro lui a infligé qu'il aurait pu lui ordonner de se faire seppuku ou le tuer ou aller le dénoncer à Toranaga, etc. Mais il en fait rien. Non. Il en fait rien, il s'en va juste en criant. Buntaro reste là par terre. Mais c'est une scène super forte, je trouve, parce qu'il y a tout l'épisode où on a quand même passé à ce moment-là, ça fait peut-être 30-40 minutes que l'épisode a commencé. On a passé tout l'épisode à voir Buntaro comme quelqu'un de violent, quelqu'un de bourré, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de méchant en fait. Et c'est le moment où on le voit, désolé, mais on le voit la fermer, tu vois. Et on le voit le voit dans sa complexité aussi. Parce que quand tu te mets. En fait, je pense qu'il y a au-delà de. À part la violence conjugale, on va mettre ça de côté. Et encore, comme dit Blackthorn et Toranaga dans l'épisode, un homme possède sa femme et il en fait ce qu'il veut. Donc c'est pas un problème dans cette société, la violence conjugale. Et ça l'est pas non plus dans le Londres de 1600. Donc à part ça, en fait, je pense que tu peux écrire du point de vue de Buntaro. C'est un héros qui est revenu triomphal, qui doit vivre dans une maison qui pue avec un gars qui méprise, et encore il sait même pas qui soulève sa femme, qui s'est fait défier et qui a relevé le défi les 2 fois, à savoir qu'il a bu le saké autant que Blackthorn et qu'il a fait le truc avec l'arc, et il fait un truc qu'il a entre guillemets le droit de faire à l'époque, qui est de se défouler sur sa femme la nuit. Le mec il arrive, il l'embrouille et tout, il s'incline, il respecte les coutumes, tu vois, genre Buntaro, je trouve qu'il est complexe, c'est une vraie personne et je trouve que c'est cool. Après, vrai, je suis d'accord qu'il est pas sympa et tout le monde a l'air de le trouver pas sympa, tu vois, personne n'a l'air. Non, mais j'ai aucun titre perso moi d'attachement pour le personnage. Et alors, c'est vrai qu'il est. En fait, non. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec. Mais c'est marrant. Je suis pas d'accord avec sa complexité. Genre, pour moi, je trouve que c'est un personnage qui est présenté comme vraiment primaire, quoi. Il est vraiment présenté comme un antagoniste déjà, c'est sûr, vis-à-vis de Blackthorn. Et non, en fait, je vois pas son côté humain. Je vois pas le côté. Je perçois même pas T'as pas l'impression de connaître ce genre de gars qui est juste genre fermé d'esprit, tu vois, mais qui est quand même humain, mais. Non, mais en fait, juste, alors, ouais. c'est un peu un sale con. Il est pas curieux, il est là, oh les barbares, ils devraient rester avec les barbares, et nous on reste entre nous et tout est bien gardé. Mais c'est des humains, tu vois. Des gars comme ça, j'en connais. Mais tu t'as dit le mot qu'il faut, il y a un côté humain. C'est un gros con, mais humain. Je vois pas dans Buntaro le côté humain. Ok, et bah écoute, Buntaro n'est pas abattu par Blackthorn. Ouais. On aura peut-être l'occasion de voir différentes nuances du personnage. Juste pour la fin de ce duel, donc Blackthorn s'en va et on a un plan très drama sur Buntaro qui relève lentement la tête et qui a un regard pénétrant. Ouais. Comment t'as interprété toi son regard ? J'ai vu qu'il y avait des gens qui décelaient un petit sourire, un petit rictus de haha, je l'ai bien eu avec mes excuses. Enfin, en gros, j'ai échappé au duel et ça reste un conte barbare et je vais finir par l'avoir. Moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air extrêmement en colère et moi j'étais là, ok, c'est le moment où Buntaro décide qu'il va essayer de le buter.
Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il avait, et je l'ai interprété comme il a tellement le seum d'avoir dû s'incliner devant un barbare, même si c'est un Hatamoto. Ouais. Pour lui, c'est un barbare avant tout, tu vois. Donc moi, je l'avais interprété comme vraiment un regard de rage contenu, de tu sais quand tu t'excuses, mais qu'en vrai t'es là, je vais me venger. D'autres ont dit c'est plutôt un rictus de je t'ai niqué. Est-ce que toi, t'as vu quelque chose dans ce plan final de Buntaro ? Je l'ai pas interprété comme un rictus de je t'ai bien niqué, mais plutôt comme un truc de. Bah ouais, ce que tu disais en premier lieu, ce truc de. C'est un déshonneur peut-être pour lui de s'incliner devant un barbare. Et c'est peut-être le moment où il se disait bon, ça fait chier de dormir avec lui et ma femme. Et là, c'est le moment où il se dit ok, ça fait tellement chier qu'en fait, je vais essayer de le tuer. Mais après, il peut pas le tuer. Enfin, il peut pas légalement, il faut trouver un truc. Oui. Mais c'est peut-être le moment où il se dit. On va voir à d'autres moments dans cet épisode que parfois la vie te surprend. Hein. La la mort est plus proche que ce qu'on pense. Justement, parlons. Souvenez-vous. Donc après cette scène, le faisant. Pendant ce temps, le faisant continue à faisander. Attends, est-ce que c'est avant ou après le. Est-ce que je peux parler du faisant maintenant et du jardinier ? Oui, tu peux parler. Alors, il y a juste une petite scène le lendemain où Blackthorn part à la recherche de Mariko c'est vrai, et qu'ils ont ce débat philosophique sur leur vision de la vie et de l'humanité, tout simplement. Parce que Blackthorn lui dit, mais tu veux mourir pour ton père, t'es obligé de vivre pour ton mari, t'es obligé de servir ton seigneur, mais en fait, toi, t'es qui et qui ? Enfin, toi, t'es une personne, t'es libre, tu devrais pouvoir faire tes propres choix. Dans la mesure du possible, tu restes une gonzesse quand même. Et Mariko lui dit que pour elle, l'obsession de liberté de Blackthorn, c'est justement ça qui l'enferme, quoi. Ouais, elle lui a fait un boumerang de t'es libre. Elle lui a dit tu devrais être libre. Elle a dit toi, t'es enfermé dans ton propre corps. T'es enfermé dans ta propre liberté. Un oxymore. Et il y a ce truc où elle lui dit on va plus se parler. Et à partir de maintenant, les seuls mots qu'on va échanger seront les mots de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que j'interprète. Et en vrai, c'est fort. Oui, sauf qu'elle va tenir un quart d'heure, mais bon. Mais franchement, j'ai le. Mais je pense. Bah, en vrai, avec Toranaga direct, elle lui parle, tu vois. Et elle lui dit pas ce que Toranaga dit, elle lui dit des trucs. Oui. Mais moi, j'aime bien. Je me suis reconnue dans ce move de femme offensée, tu vois, qui est là en mode. On parle plus. À partir de maintenant, on parle plus que des trucs pro, tu vois. On parle plus que des cours. Et genre 10 minutes après, je suis là. J'ai vu un mème, j'ai pensé à toi, je te l'envoie. Bah, alors il y a ça, mais il y a aussi, je pense qu'elle sait. Alors déjà, elle s'expose à un danger. Un danger physique parce que je pense que plus elle va parler avec Blackthorn, plus Buntaro va la battre. On est sur ce genre de réalité. Elle s'expose aussi à s'attacher à lui et on y a déjà eu petit touchage de Sgoogie, donc si deuxième touchage de Sgoogie il y a, à mon avis, ça risque de partir loin. Donc je pense qu'elle se protège aussi en faisant ça, en le disant ça, et elle sait que elle s'expose à un danger, tu vois. Bah, elle se retire derrière sa clôture encore une fois. Et c'est à ce moment-là que tu te dis c'est chaud parce que la seule go qui parle, toi t'as 3 mots de japonais que tu sais même pas dire, la seule go qui parle anglais sur tout l'archipel, tout là où t'es, elle veut plus te parler. Comment tu vas faire ? Tu te fais chier. Tu te fais chier de fou. Ouais, elle veut bien faire interprète, mais elle veut pas parler avec toi, quoi. Tu peux parler aux autres via elle, mais comme les autres ils veulent pas parler avec toi, bah voilà. T'as le temps de te faire chier. Là, c'est le moment où qu'est-ce qu'on fait ? On rentre chez soi. Blackthorn, hop, avec sa bite et son couteau, il rentre sa bite et son sabre, pardon. Il rentre chez lui et il s'aperçoit. Attention, ça là c'est très grave. Le faisan. Où est le faisan ? Qui a touché le faisan ? Le faisan n'est plus attaché. Avant ça, on avait vu une scène de Fujisama et les domestiques de la maison, sans Blackthorn, qui parlait, notamment le vieux jardinier, de à quel point ça pue, du fait que ça disrupte le village entier. Oui, ils ont fait un. Et il y a toujours ces idées de est-ce que c'est pas un mauvais esprit qui va s'introduire dans cette maison et notre village par ce faisan mort et tout. Donc le problème continue et s'aggrave. Et les gens en parlent entre eux, mais ils sont il a dit qu'il faut pas y toucher, donc il faut pas y toucher, quoi. Mais il s'avère que quelqu'un y a touché, parce que là le faisan n'est plus là. Donc Blackthorn il arrive et voilà. Et en fait il est même pas saoulé. Enfin, il demande à Fujisama où il est, machin. Et Fujisama. Oui, parce que tout le monde est en mode Gomenasai, vraiment méga désolé. Et tout. Mais lui rentre chez lui, il est là. Qu'est-ce qu'il y a ? Faites tous la tête. Bah ouais. Et donc Fujisama lui fait comprendre que le faisan, voilà, machin, quelqu'un y a touché et tout. Voilà. Et elle lui dit après, donc en fait Blackthorn, il s'énerve pas, il est pas là en mode. Mais non, mais parce qu'il s'en fout, c'est un faisan, tu vois. Oui, il est là, bah je comprends, ça schmoute, j'aurais tenté, j'ai perdu, c'est pas grave, tu vois. Et là, Fujisama lui dit mais t'inquiète mon frère en Christ, c'est pas mal parce que en fait on l'a tué, la personne c'est le jardinier. Mais il s'est donné la mort, il est mort pour une bonne cause. Et pour donc le là, bien du village, pour l'harmonie, pour le bien du village. Non mais ça c'est un délire. Pour le wa.
Et c'est là que Blackthorn, il comprend pas tout, mais il commence à connecter un peu. Il est en the bee là, ouais. Il commence à connecter un peu et il se dit attendez, vous avez tué le jardinier parce qu'il a décroché mon putain de faisan là. Et Fujisama lui fait comprendre que oui, mais non, mais t'inquiète, c'est pour une bonne cause et c'est lui qui a décidé de faire ça. Et voilà, c'est tout à fait normal. De toute façon, ce qui est fait, on vit, on meurt. Et Blackthorn est là. Il commence à en avoir marre de on vit, on meurt. Vous êtes zinzin. Vous êtes des zinzins. Il était trop gentil, on parlait cailloux. Mais de fou. Et donc lui, il commence à partir un petit peu en questionnement. Et il se dit, bah en fait, c'est moi qui l'ai tué. C'est par ma faute qu'il s'est fait tuer. Et Fujisama lui dit, bah oui, en fait, quand tu nous as montré le faisan, tu nous as dit interdit, touché, mort. Donc en fait, légalement, maintenant, dans ta maison, c'était interdit de toucher le faisan. C'est toi le propriétaire de ta maison, t'es à ta moto. Donc en fait, la personne qui touche le faisan est morte. Et lui, il fait... Et le jardinier l'a fait en le sachant. Et apparemment, il avait appris qu'il était malade. Donc en gros, il serait mort peut-être dans pas très longtemps. Et du coup, il s'est sacrifié pour le bien commun en prenant la lourde charge d'enlever le truc qui pue du frigo. Et donc... Non mais c'est ça. C'est beaucoup. Juste, il a nettoyé le micro-ondes d'un collègue qui a pas nettoyé le truc en salle de pause. Et après, c'est beaucoup. Bam, bam. Le collègue, il avait dit toucher mort le micro-ondes. Donc c'est ciao. Et donc là, il est saoulé, Blackthorn, il est saoulé de fou. Il commence à en avoir marre qu'on puisse mourir pour tout et rien tous les 4 matins, quoi. La meuf, elle lui parle. Il vient de se faire guélar en plus. Ouais, elle lui parle plus. Buntaro, il bat sa femme et en plus il l'aime pas. Tout le monde est chiant. Il tue les gens pour un faisan. Lui, il est là en mode, hey, vous me saoulez. Time to go home. Voilà. Et donc il va le lendemain voir Toranaga. Il passe sûrement une nuit un peu nulle, hein, je pense, parce que grosse journée, grosse semaine pour Blackthorn. Il va voir Toranaga. Il y a une intrigue dont on n'a pas parlé, qu'il faut qu'on amène, et qui dure depuis plusieurs épisodes, mais qui est vraiment saupoudrée, donc je me rends pas compte à quel point les gens l'avaient en tête. Okay. Il y a un espion. Yabushige doit trouver un espion dans le village d'Ajiro. C'est un espion qui est à la solde de Toranaga. Donc on pourrait se dire, bah Toranaga et Yabushige ils bossent ensemble, donc c'est un espion qui est aussi à la solde de Yabushige, sauf que bien sûr non, parce que Yabushige joue sur les 2 tableaux, etc. Et que cet espion sert à informer Toranaga de tout ce qui se passe quand il est pas là, parce qu'il sait très bien qu'Yabushige il va pas lui dire exactement ce qui se passe. C'est comme ça que Toranaga il arrive et il est là. Alors j'ai entendu que vous avez utilisé les canons, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Et Yabushige il est là, putain mais il a encore tous les bails, donc il redit à Omi, son neveu qui est chef du village, tu me trouves cet espion. Nous, on sait c'est qui l'espion, on le sait depuis l'épisode 1. C'est un vieux monsieur. Qui trouve le bateau. C'est celui qui trouve le bateau. C'est un vieux monsieur du village qui se sert de pigeons qui ont été cachés près de l'océan pour envoyer des messages à Toranaga, des pigeons qui ont été spécialement dressés. C'est un peu Laurence Fishburne dans John Wick. C'est un peu Laurence Fishburne dans John Wick qui a aussi des pigeons. Morpheus, ouais. Et donc il retrouve dans ce lieu secret Toranaga et son fils Naga. En leur disant, bah Omi continue à chercher l'espion du village et c'est moi. Donc quid. Donc lui il veut se rendre, il dit laissez-moi vous rendre. Et là on apprend que c'est pas un vieux du village, c'est un samouraï de Toranaga qu'il a envoyé undercover il y a des décennies là-dedans. C'est quand même ma boule. C'est vraiment le gars du KGB qui est là depuis 25 ans et personne ne le savait quoi. Mais ouais, tu vois, il est vraiment en programme de protection des témoins since forever. Et Toranaga lui dit bah non, te sacrifie pas, j'ai besoin que tu restes mon espion. Donc non merci. Par contre trouve-lui un bouc émissaire, fais accuser quelqu'un d'autre et ça reviendra. Et il y a toujours cette relation d'autorité très forte qui s'installe, enfin qui continue à s'installer entre je remonte mes notes, entre Yabushige et Omi. Oui. Parce que donc Yabushige lui dit bah trouve l'espion machin et il l'accompagne vider, faire un peu les flics là, la BAC. Et il lui dit vraiment au passage en scred au détour de la discussion. En fait, Toranaga il a dit les canons, c'est à toi quoi. Et Omi il est là, oula, mais attends, mais désolé, si tu veux les canons, moi je suis prêt à te les donner, y a pas de souci et tout. Là il se retourne, Yabushige, il lui dit, mais t'as pas besoin de me donner un truc qui est déjà à moi. Allez, hop, petite claque, tu te casses maintenant. Et c'est moi ton chef, ce qui est à toi est à moi, et ton petit cul il est à moi aussi. Trouve l'espion. Parce que Yabushige, on n'a pas parlé de l'échange au début, on est allé assez vite sur Mariko, le faisan, Buntaro, le dîner. Mais il y a eu quand même cette super scène entre Toranaga et Yabushige qui sont franchement les expressions faciales de Yabushige et Toranaga qui a toujours l'air, qui l'écoute toujours en mode vas-y on va voir quelle connerie va me raconter ce coup-ci et qui a toujours 3 coups d'avance, c'est ma passion. Du coup Toranaga a amené Yabushige à admettre que c'est son fils à lui, Toranaga, Naga, qui avait eu l'idée qui avait été à l'initiative d'attaquer les hommes de Ishido. Mais
Il lui dit aussi, enfin Toranaga lui dit ça doit être quelqu'un qui lui a soufflé, quid de Omi, ton neveu. Du coup Yabushige il est là, oh là là, mais bah du coup il avait pas vraiment la permission, donc je vais le punir. Et Toranaga il dit non, c'était une super idée, parce que du coup les troupes d'Ishido vont être obligées de venir à notre rencontre, de venir se venger, alors que sinon on aurait dû nous assiéger Osaka avec sa forteresse, qui aurait été très dure. Là ils font la formation tortue, ils restent dans leur base et c'est tout quoi. Sauf si un tremblement de terre vient par exemple poser des soucis. Mais non. Et du coup c'est là qu'il dit félicite Omi en lui confiant le commandement, et c'est là où Yabushige once again, tu vois, il joue hyper, vraiment c'est face hyper, puis Toranaga gagne quoi. Il est là. Yabushige, je vais pas au casino avec lui. Oui, mais voilà, il y a quand même cette intrigue. Et du coup, Yabushige est pas serein dans son pouvoir, alors que comme il le dit à un moment, il est dans sa propre province, quoi. Il est dans son fief. C'est ça, oui. Et il se fait mener par le bout du nez par Toranaga. Il n'arrive pas à trouver son espion. Il y a son neveu qui est en train de monter en grade, et qui franchement, son neveu, il va le planter dans le dos s'il faut. Il y a pas de problème. Tout le monde va planter tout le monde dans cette série. Voilà. Yabushige, il suit un peu de l'arrêt. Voilà, il faut le dire. On en arrive au meeting Toranaga. Tout à fait. Blackthorn, globalement, l'objet du meeting, c'est frérot, votre pays là, vous êtes des oufs. Vous tuez les gens pour des faisans. L'autre, c'est un zinzin et tout. Moi, j'en ai marre. On avait dit le marché, c'était 6 mois. Je vous apprends à utiliser les canons et les méthodes de combat européennes. Je pense que je l'ai fait. De toute évidence, ça va. De toute évidence, vous avez pris la conf avec les canons. Vous avez compris que canon contre cheval, canon gagne. Ouais. Et il dit ça à Toranaga et il dit maintenant, moi je veux mon équipage, mon bateau et me barrer pour ne plus jamais revenir chez vous. Et Mariko, drama de fou. Mariko traduit un peu machin et tout. Et Toranaga il est saoulé. Il lui dit oh là là, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles moi. Voilà. Et Mariko lui dit il est un peu excédé parce que un problème avec son jardinier. Un problème avec le jardinier. Ils ont tué le jardinier à cause d'un faisan. Un problème. Et donc Toranaga lui il voit ça comme. Mais Toranaga il s'en fout. Ouais, du drama quoi. Et il se lève. Le gars, t'es en réu. T'es en réu avec ton N+8. Tu lui dis un problème. Le gars, il est là. Oula, tu me casses les couilles. Il se lève, il s'en va. Alors j'ai vécu ce moment. Oui, j'ai vécu ce moment aussi. mais ouais, enfin. Et donc là, Toranaga s'en va. Blackthorn lui il veut juste récupérer son équipage machin, il parle et tout, il parle un peu, voilà. Et là, parce que non, ils débattent quand même avec Mariko du truc du jardinier. Elle essaye de lui expliquer que mourir pour le bien du village c'est bien, que en fait c'était tellement quand même un problème que ça a été amené jusqu'au chef du village et que c'est lui qui a dit c'est au Hatamoto de décider parce que c'est sa maison. Enfin, elle essaye de lui expliquer en fait. C'est pas qu'on est cruel quoi, c'est juste comme ça que ça marche ici, il faut le comprendre. Donc sa promesse de on ne va se dire que les mots des autres, immédiatement elle est là, non gars attends, on va débattre parce que j'aime pas ce que tu dis et c'est pas vraiment Toranaga qu'elle traduit. Bref. Et là ça tremble hein. Là ça tremble pas mal c'est le drame. Là c'est le drame, tremblement de terre, mais pas un petit tremblement de terre comme on a eu dans l'épisode 3 où elle dit un baby t'inquiète pas les petites secousses c'est normal. Là non. Alors que lui il était déjà en ah non. Là c'est Pompéi level, on est sur un tout tremble, tout tremble. Et c'est comme si la terre s'était devenue des vagues dans l'océan quoi. Ouais, et tu t'es fait la remarque toi en voyant je me souviens en voyant l'épisode hier, t'étais là mais en fait j'ai jamais vu, je pense, un séisme qui a autant d'impact en vidéo. En fait, j'ai jamais vu un tremblement de terre montré comme ça, filmé comme ça. Fou. En plus, les tremblements de terre qu'on voit, c'est souvent dans des villes. Là, évidemment, on est en 1600 et dans la campagne. Donc, c'est vraiment la nature. C'est des montagnes entières qui avancent comme des vagues et tout. J'étais subjuguée. Il s'avère que ce n'est pas tout à fait un tremblement de terre, mais d'après la science et la physique chimique, les plaques tectoniques qui sont entrées en collision ont provoqué un glissement de terrain. Et oui, ça glisse bien là. Donc, on peut surfer sur le terrain. Et ouais, donc ça glisse de fou. C'est vraiment, c'est Seigneur des Anneaux, le Mordor quoi. La terre, elle s'ouvre. La terre littéralement s'ouvre sous les pieds des personnages. Et il y a des gens qui meurent. Tout le monde s'en fout des gens qui meurent. On s'en fout. Mais par contre, oh là là, Toranaga, il tombe dans un trou. Et là, tout le monde va le sauver. Il y a plein de gens qui sont là en mode. Et on s'en fout, il n'y a que Toranaga qui compte. Donc il tombe, Blackthorn il y va, tout le monde le suit. Blackthorn direct, il saute dans le trou. Il saute dans le trou. Parce qu'il respecte la vie humaine. Ouais, et aussi parce que si Toranaga meurt, il est dans la merde. Ouais, il est un peu dans la merde. Non, puis Yabushige, il va jamais lui rendre son bateau. Hein.
Ah non, mais de fou. Non, mais il y a Toranaga, t'as une petite chance qu'il garde sa promesse. S'il n'y a pas Toranaga, Blackthorn, soit il dure 2 jours, soit il reste là toute sa vie. T'as plutôt intérêt à garder Toranaga en vie quand t'es Blackthorn. Donc Blackthorn, il est là. Ouh là là, c'est mon billet retour qui est dans la terre là. Et ben j'y vais. Donc il y va, il cherche Toranaga machin et tout, il creuse dans un trou parce que Toranaga, il faut comprendre qu'il n'est pas juste tombé. C'est pas il a fait une chute et il s'est abattu sur un caillou ou quoi. Le frérot, c'est une avalanche, il est dans la terre. Il est enseveli de terre. Enterré vivant, tu imagines. Et non mais donc il a avalé de la terre et respire de la terre et tout. En plus, il est à plat ventre. Ouais, et puis, désolé, mais. Il aurait pu tomber de dos. Il est pas non plus dans la force de l'âge, Toranaga. Donc, on est sur un truc où, moi, à son âge, je tombe dans la terre comme ça. Je sais pas si je m'en sors, quoi. Et donc, il retrouve l'éventail, Blackthorn, trop bien. Il récupère l'éventail, il dit il est là. Ils sortent, ils creusent. Ils sortent Toranaga de la terre. Et Toranaga est en vie. Il lui met un petit coup dans le dos et Toranaga, il fait. Et après, voilà. Et le premier truc qu'il voit en ouvrant les yeux et en revenant à la vie, c'est Blackthorn. Ouais. Et ça, tu vois, je pense que ça a créé un lien. Bah, en vrai. Déjà, la scène des plongeons, on aimait bien. Ouais. Mais là, tu vois, il y a un truc de waouh, c'est l'engine qui m'a sauvé la vie. Et il leur avait déjà sauvé le cul à bord du bateau. Donc, ça fait quand même plusieurs fois que l'engine Sama, il leur vole un peu. Enfin, il leur. Voilà. Et Toranaga n'a plus d'épée. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Il peut pas se montrer sans épée. C'est comme s'il était le Sgoogie à l'air, quoi. Bah, c'est comme si. Pire que s'il était le Sgoogie à l'air dans cette C'est culture. pire. Et donc, Blackthorn lui donne les épées, ses épées à lui. Qui d'ailleurs, on a appris durant l'épisode, mais n'étaient pas vraiment des. On a vendu ça comme les épées du père de Fujisama, machin. C'est ça, hein. Ouais. En mode. Qui est mort en combattant vaillamment, voilà. etc. En fait, c'est des grosses épées AliExpress. Acheté 3 sachets de riz au marché. On l'a littéralement su. Parce que. Je sais plus pourquoi. Parce que le père de Fujisama est mort de façon déshonorable. Je crois qu'il était ivre ou un truc comme ça. Elle ne le sait pas. Et elle ne sait pas comment il est mort. Et son grand-père, pour épargner à Fujisama la honte de savoir comment son père est mort, a été acheter ses épées et lui a dit voilà, c'est les épées de ton père et tout. Mais c'est faux et ça fait partie de ce que Mariko a essayé de transmettre à Blackthorn dans leur débat là, philosophique de en fait, tu as donné de l'importance à ce faisant avec tes mots. Et les mots, ça donne de l'importance aux choses. Tu l'as tué avec tes mots. Et en fait, on donne aux gens ce qu'ils méritent. Exactement. Et Fujisama, elle mérite qu'on lui dise pas la vérité sur les épées de son père, par exemple. C'est pour ça qu'elle dit aussi Buntaro, mon mari, je ne lui donnerai même pas ma haine. Blackthorn, il y a toute une scène où il se demande mais pourquoi t'es pas en colère, pourquoi tu subis ça. Et elle est là, genre, je lui donnerai même pas ma colère. Je lui donne que ce qu'il mérite. La grande victoire, c'est l'indifférence. Exactement. Donc, tremblement de terre. Tout le monde, ça brûle et tout. Il y a des gens, ils sont morts, machin. Il donne ses épées ouais. Du coup, à Toranaga, ce qui est gros symbole, symboliquement très important. Ouais. Et aussi, ça montre qu'il a compris cette idée de on s'en fout d'où elles viennent les épées, l'important c'est ce qu'elles représentent, tu vois. Il commence à adopter un petit peu la philosophie japonaise. Et je pense qu'il commence à être dans les petits papiers de Toranaga de fou là. Toranaga, il est content, il lui offre un faisan, il lui file des épées et tout. Là, on est bien. Yes. On va avancer un tout petit peu vite parce qu'on a tous les deux un rendez-vous dans 10 minutes à peu près. Désolé. Juste le dernier arc tremblement de terre, c'est quand même Blackthorn qui revient en courant chez lui pour voir comment vont les gens et ça montre aussi que il est attaché à la vie humaine et même Fujisama et tout, il a peur, tu vois, pour eux. Fujisama est blessée. On ne sait pas encore à quelle gravité. Elle est allongée sur le ventre et on lui pose des compresses sur le dos. Soit elle est brûlée, soit en fait si c'est une blessure au dos, ça peut être grave. Moi j'ai perçu ça. On voit pas la blessure, mais j'ai perçu ça comme un truc lui est tombé dans le dos et lui a perforé le dos. Moi aussi, mais plutôt un truc brûlant lui est tombé dans le dos et lui a cramé un bout du dos. Mais on ne sait pas encore la gravité de la blessure. En tout cas, elle est pas yimbe. Elle est pas yimbe, mais Blackthorn lui apporte un petit peu de réconfort et on voit qu'il est sincèrement content qu'elle soit pas morte. C'est ça, et en fait, c'est marrant parce que tout était tendu, tout était bloqué. Il venait d'engueuler Fujisama parce que mais d'où vous avez tué le jardinier, ça a pas de sens. Toranaga, il venait de quitter le meeting, moi je m'en bats les couilles. Et là, le tremblement de terre, il a remis les choses à plat. Tu vois, ça fait souvenir de ce qui est important dans la vie. Là, ils sont terre à terre, quoi. Là, c'est ouais. Et dans un beau geste qui montre aussi qu'il commence à adopter la philosophie japonaise. Il redresse le rocher du jardinier. Tout à fait. Et en fait, c'est un mélange, il devient un hybride parce que comme un Anglais, il veut valoriser la vie du jardinier et lui rendre hommage. C'est ça. Et comme un Japonais, il lui rend hommage en comprenant l'importance d'avoir un beau rocher dans un jardin. Mais pour moi, quand il a remis le rocher, je vois pas ça comme... Enfin, je vois ça effectivement comme il s'imprègne des coutumes japonaises, pardon. Mais je vois ça aussi comme, pour moi, c'est un hommage, quoi. Le caillou, c'est le jardinier. Et remettre le caillou pour lui, c'est
se souvenir du jardinier et toucher le jardinier, et voilà, il est encore là, Et quoi. faire un peu amende honorable, puisque c'est quand même lui qui a provoqué, rappelons-le, sa mort. Il s'avère également que le tremblement de terre, il a fait un truc plutôt cool, c'est que l'espion là qu'on cherchait, bah en fait, dans le tremblement de terre, on a trouvé des trucs, ça a révélé des objets cachés, Oh des là trucs, là. là. Et donc le gars qui est en fait l'espion, mais on pense qu'il n'est pas l'espion, bref, il dit à Yabushige, ah c'est bon l'espion. Regarde, j'ai trouvé Oh. des papiers qui disent signer l'espion de Toranaga. L'espion grâce au habitait tremblement là, de terre. il est mort grâce au tremblement de terre. Yabushige il fait oh non, tant pis pour lui. Non, il dit c'est qui ils font accuser le jardinier. Ah oui, c'était oui. le jardinier, Ah oui, il dit oui. c'était le vieux jardinier, l'espion, c'est trop malin, on fait accuser un gars qui est mort. Parce Ah non, mais que de fou, comme ça, mais de fou. personne ne peut dire ton secret. Bon, au bout d'un moment, Yabushige va se rendre compte que Toranaga continue à avoir des news, mais Peut-être, l'espion ouais. a un peu de sursis, et comme on le voit, ça avance vite. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ouais. Je pense que Yabushige va commencer à connecter un peu les. Ouais. We live to fight another day. Et Dernière scène. dernière. Attends, parce Ah que oui, pardon. il faut, avant cette dernière scène, expliquer que on a vu durant l'épisode à plusieurs moments, et on l'avait vu dans l'épisode d'avant. Souvenez-vous du Conseil des Régents. Le Conseil des Régents, c'est à la base, donc c'est 5 régents, c'est 5 dirigeants du Japon, dont Toranaga est parti. Il a quitté le Conseil des Régents et il leur a fait un chabit général parce que ils veulent la peau de Toranaga, évidemment. Ils veulent le destituer, ils veulent faire un putsch, quoi. Et ils peuvent pas parce qu'en fait, il faut être 5 pour voter à l'unanimité. Il faut être 5 dans le Conseil des Régents. Toranaga s'est barré, donc ils sont 4. Donc là, flou juridique, on ne peut pas voter. Et du coup arrive cette scène finale que je te laisse. Vas-y. Bah, on ne peut pas voter, sauf solution simple, on se met d'accord, Ouais. on choisit un 5e régent. Et c'est au moment où il faut se mettre d'accord que Oui. ça part en sucette. Donc on a une scène effectivement de débat où il y en a un qui veut un chrétien, bah non mais il y aura trop de chrétiens. Non, Ishido il veut il dit ça va puer le chrétien. ça va puer le chrétien. Ishido il veut un gars qu'il connaît mais qui est comme lui d'ascendance paysanne, donc on dit ça va puer le paysan. L'autre il a la lèpre, il se fait insulter par le gars qui a Ça la va syphilis. puer la lèpre. Et à la fin, il y a juste Ishido et un gars qui tousse. Et il est là. Je Ouais. suis entouré d'imbéciles en fait. Ishido, Ouais, il est ouais. fatigué un petit peu. Et là, heureusement, quelqu'un revient le voir. La fameuse Lady Ochiba, oublié elle. qui était un des pions importants de Toranaga, puisque Toranaga ne doit sa vie actuelle que au fait que, quand il était enfermé dans le château, dans la forteresse d'Osaka, et en attente du jugement de son exécution, c'est parce que Lady Ochiba, la mère de l'héritier, donc l'héritier du Taiko, qui est donc la femme la plus importante du royaume, concrètement, Bah à part ouais. peut-être la femme de l'empereur, s'il Même y en a une. plus que les gens des. Plus que Ishido et Ouais, tout. ouais. Quoi. On arrive à un stade semi-divin, tu vois. Ouais. Elle était en visite, entre guillemets, chez Toranaga Oui. parce qu'elle avait sa belle-fille qui a couché ou je sais pas quoi. Donc c'était un otage un petit peu. C'est-à-dire, on va pas attaquer Ouais. Toranaga, il pourrait la faire tuer, c'est la mère de l'héritier. Et Toranaga l'a renvoyée, l'a fait revenir. Et l'épisode s'ouvre avec on voit quelqu'un, on voit une femme, on voit pas qui rentre Ouais. dans cette litière, ce What's in palanquin. the box Ouais, en lac et tout magnifique. Fin de l'épisode. On est à Osaka, dans la forteresse. Elle arrive et elle parle avec Ishido. Et alors, Ouais. cette meuf, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais elle me fait peur déjà. Elle fait trop Elle me terrifie. Elle parle en souriant, mais Ouais. aussi elle a les yeux morts. Elle a une vibe CPE méchante, tu vois, genre elle t'engueule. Dolores Sombrage un peu dans Harry Potter. Ou pire. Pire, En ouais. vrai, pire. Est-ce que Dolores c'est la meuf qui fait écrire Ouais. Ah bah ouais, non mais elle, ouais. Ouais. Un peu comme ça. Mais non, elle me fait peur. Et elle me fait peur aussi parce que je l'avais oubliée, je la connais pas. Et enfin, je la Ah bah, connais. New Player Enter the Game. Et hein. maintenant, on ouais. est effectivement à un pivot là. Et elle parle au gars parce que donc il y a Aishido. Qui lui dit le conseil des régents c'est compliqué parce que Toranaga il s'est barré et tout. Elle dit j'en ai rien à foutre. Le conseil des régents maintenant c'est moi, il obéit à moi et toi tu te tais. Non mais elle est là, je vous ai laissé, vous êtes resté quoi, assis sur votre tub à rien faire. Non mais de fou. Guess who's back? Maman est rentrée. Peut-être que c'est le temps d'arrêter la politique et de vous taper sur la gueule. Merci bien. Et après bam. Mais avec le sourire. Fin de Allez. l'épisode sur sa tête à elle. Mais ouais, en vrai, elle est drama quoi. Ouais. Elle me fait peur. Et elle a 5 minutes et on a Même déjà pas. peur d'elle, on est intrigué. Et apparemment, elle serait inspirée d'une vraie figure de l'histoire japonaise qui était une femme, pareil, la mère d'un seigneur, mais qui en fait était une master manipulatrice et qui est connue pour avoir régné derrière lui, tu Ok. vois, tiré les ficelles derrière lui. Donc Oshiba, c'est une pièce importante du puzzle qui vient d'arriver. Tous nos personnages sont en place. On a juste une inconnue qui est à quel point le tremblement de terre a décimé l'armée de Toranaga. Ouais. Parce que c'était un gros tremblement de terre, il avait pas mal d'hommes sur place. Donc comment le rapport de force militaire a changé, ça on le saura dans l'épisode précédent, I guess. Suivant du coup.
L'épisode suivant, bien sûr, sinon ça ne marche pas. Non, puis il y a ce truc aussi où bah tu l'as dit, mais quand Toranaga dit qu'en fait c'était une super idée, que maintenant les ennemis vont devoir venir vers nous et c'est pas à nous de faire l'offensive, c'est bien quand t'as une base. C'est bien quand t'as des soldats pour quand les ennemis viennent. Et le tremblement de terre, quand les ennemis viennent, t'as 3 pelés et les épées achetées au marché, c'est pas fou. Et donc moi perso, je m'attends à ce que dans les épisodes d'après là, ça commence à se taper pas mal sur la tronche. Ouais. Je m'attends à ce que Torana... Est-ce que tu penses que Mariko et Blackthorn vont se rabibocher, recoucher ensemble ou quoi que? En fait, l'arc Buntaro n'est pas terminé du tout. Il faut d'abord gérer Buntaro. Okay. Et Buntaro va vouloir gérer Blackthorn. Et je pense qu'il va le gérer d'une façon ou d'une autre. Blackthorn va peut-être être, je sais pas, blessé ou quoi. Mais en fait, il y a tout ce truc où j'attends. Depuis le début de la série que Blackthorn se mette un peu à l'épée. Parce qu'il récupère les épées et c'est un truc nouveau pour lui, machin. Mais instinctivement, son premier réflexe quand il voulait casser la gueule à Buntaro, c'était d'avoir un gun. Donc je sais pas comment ça va se passer quand... Il va falloir à un moment donné se taper dessus parce que bon, là ça fait 6 épisodes, commencez à vous taper s'il vous plaît. Je pense que lui va le faire avec ses guns. Mais j'ai très hâte, très envie de voir le moment où il va essayer de faire un truc à l'épée quoi. Et je sais qu'en plus, bon, on va pas spoiler, mais il y a des trucs que toi t'as lu dans le livre et que moi j'ai depuis vu sur internet qui apparemment pour l'instant ne sont pas encore arrivés dans la série. Et j'ai trop hâte de voir ça. Voilà, toi t'as hâte de quoi? Enfin, après toi tu connais la suite. Bah en fait, autant j'ai beaucoup aimé que cet épisode on reste à Hachiro, autant j'avoue que les intrigues politiques à Osaka ça m'intéresse aussi. Le conseil des régents, j'ai adoré la scène. Ochiba, voilà ma passion. Donc si on peut rééquilibrer un tout petit peu, bien sûr c'est Blackthorn, Toranaga et Mariko les héros. Donc quand ils sont pas à Osaka on n'y est pas non plus. Mais j'aime bien et je trouve que en plus Ishido en soi, c'est pareil, tu peux comprendre le camp de Ishido, quoi. T'es là, mais il y a un gars qui est clairement en train d'accroître son pouvoir. C'est sûr qu'il va nous la faire à l'envers et essayer de prendre le pouvoir. On a juré de protéger l'héritier et tout. Tu vois, genre, j'aime bien les bails politiques à Osaka, donc j'attends qu'on en voit un peu plus. Ou alors, comme tu dis, allez, on se tape, comme ça, c'est fait. Hein ouais, mais en tout cas, moi je trouve pour l'instant, on est à la moitié de la série. Je trouve que ça évolue super bien. Et chaque épisode qui passe me donne envie de mater la suite. Là, j'attends. Tu vois, au début, j'avais pas on a maté les 3 premiers. Et j'avais pas ce truc de mardi prochain, c'est Shogun, voilà. Après l'épisode 4, j'étais là, ok, l'épisode 5, j'ai hâte. Et là, après l'épisode 5, je suis là. On y va, on y va là. Shogun. Et bah écoute, merci beaucoup Nodus d'être venu parler de Shogun avec moi. Vous pouvez donc retrouver Nodus sur les internets via le lien dans la description. Vous pouvez me retrouver en podcast sur Twitch, sur Patreon, partout. On vous fait des bisous. Là, Nodus, il va aller manger un petit kebab là. T'as un titre pour l'épisode ou pas? Ah merde, oui alors ouais. C'est en faisant qu'on devient... C'est en faisant qu'on apprend. Non. C'est en faisant qu'on devient... Parce que faisant, t'as compris l'oiseau, t'as capté. Oui. C'est en faisant qu'on devient samouraï. Très bien, c'est en faisant qu'on devient samouraï ou Shogun, la guerre des restos. Je mettrai un petit sondage si vous écoutez cet épisode sur Spotify. Vous pouvez voter pour votre titre préféré. Le tien est clairement meilleur. Bref. Je pense aussi. Allez, des bisous. Salut. Salut.